Yuru est un jeune garçon doué avec un fort complexe de sa sœur qui a passé toute sa vie dans ce village isolé. Il est né à l'aube avec sa sœur jumelle Asa, et une prophétie prédit qu'il commandera un jour à de puissants démons. Bien que Yuru lui-même ne soit pas au courant de cette prophétie. Un jour, après être allé chasser, il revient au village, et son ami Danji l'attend à l'entrée. Il est soulagé de voir que Yuru est revenu sain et sauf, mais il est aussi agacé qu'il soit parti sans l'inviter. Pourtant, il ne peut pas vraiment se plaindre quand Yuru a réussi à attraper un faisan tout seul. Alors qu'ils retournent ensemble au village, tous les villageois saluent Yuru, et ils proposent même de venir les aider dans leur travail plus tard dans la journée. Mais d'abord, il doit rentrer chez lui. De retour à la maison, Mami Yamaha et la mère de Danji sont occupées à couper du bois ensemble. Et quand elles voient que Yuru a réussi à attraper un faisan, elles sont vraiment impressionnées. Yuru demande à Mami Yamaha comment va sa sœur Asa ces derniers temps, et elle lui dit qu'Asa a travaillé dur comme d'habitude. Yuru descend à la cave pour voir sa sœur, et derrière une cage en bois, Asa est assise en silence. Cela peut sembler un peu inhabituel, mais elle semble parfaitement à l'aise avec cet arrangement, et en fait, elle a une très bonne relation avec Yuru. Yuru s'assoit à côté de la cage et commence à raconter à Asa tout sur sa chasse, et elle est impressionnée par ce qu'il a accompli. Cependant, Yuru n'est pas vraiment content car il espérait plutôt attraper un sanglier ou quelque chose comme ça. Après tout, la récolte de cette année a été plutôt faible, donc ils n'auront peut-être pas assez de nourriture pour tenir tout l'hiver s'il ne fait pas quelque chose rapidement. En entendant cela, Asa a l'air un peu contrarié et demande si Yuru prévoit de descendre la montagne pour trouver du travail, mais il dit qu'il ne ferait jamais cela. Il a travaillé ses compétences de chasse précisément pour ne pas avoir à descendre la montagne. Après tout, il ne voudrait jamais quitter le côté d'Asa, et elle est heureuse de l'entendre. Juste à ce moment-là, la mère de Danji vient appeler Yuru car Dora est là, et il ne veut probablement pas le rater. Dora est la seule personne qui voyage régulièrement hors du village et qui revient, et il apporte toujours avec lui des marchandises de haute qualité, comme des analgésiques, des graines génétiquement modifiées, et toutes sortes d'autres choses. Quand Yuru arrive, Dora lui demande s'il veut quelque chose, mais Yuru dit qu'il veut juste quelque chose à donner à Asa, et Dora a justement ce qu'il faut. Il lance une balle à Yuru, et ce dernier est reconnaissant car cela serait parfait pour elle. Après que Dora a fini d'échanger avec les villageois, il part redescendre la montagne. Pendant ce temps, Danji et Yuru sont occupés à suspendre de la paille pour la faire sécher. Danji mentionne qu'il aimerait vraiment pouvoir sortir du village comme Dora le fait. Yuru ne comprend pas ce que le monde extérieur a de si extraordinaire, mais Danji fait remarquer que tout le monde, à part Dora, qui a quitté le village n'a jamais choisi de revenir, donc cela doit être bien là-bas. Même ainsi, Yuru dit qu'il serait parfaitement heureux de vivre le reste de sa vie dans ce village, et Danji peut comprendre pourquoi, surtout puisqu'il a Asa ici. Sur ce, Danji dit à Yuru que s'il tient tant à être avec Asa, alors il pourrait simplement l'emmener et quitter le village ensemble. Mais Yuru dit que cela ne marcherait jamais parce qu'elle a un travail important à accomplir ici. Juste alors, Yuru entend un fort grondement. En regardant le ciel, il voit des traînées de fumée dans l'air. En coulisses, une main s'étend et écrase la barrière autour du village, le révélant au monde extérieur. Alors que la barrière tombe, Yuru et Danji voient maintenant que la fumée était créée par un avion volant au-dessus d'eux, et le bruit de grondement venait de 2 hélicoptères. Personne dans le village n'a jamais rien vu de tel auparavant. Tout le village sombre dans le chaos alors que les hélicoptères survolent les lieux. Mais ce n'est pas un simple cas de village secret découvert, c'est une opération militaire ciblée. Les soldats ont été autorisés à faire usage de la force mortelle, donc dès qu'ils rencontrent quelques villageois, ils les exécutent immédiatement. Alors que d'autres soldats pénètrent dans le village à pied, ils ouvrent le feu, et des coups de feu résonnent dans toute la région. Quelques villageois courent vers Mami Yamaha pour lui demander si elle sait ce qui se passe. Elle leur dit qu'on dirait que la barrière du village a été démantelée d'une manière ou d'une autre. Elle ne sait pas comment c'est arrivé, mais une chose est sûre, les gens qui envahissent le village en veulent à Yuru, donc ils doivent le cacher avant qu'il ne soit attrapé. Yuru et Danji trouvent bientôt les cadavres de villageois qui ont été tués il y a un instant, et ils sont tous deux horrifiés par la vue macabre. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter maintenant car ils doivent encore vérifier l'état de leur famille. Alors qu'ils montent l'escalier, ils aperçoivent 2 soldats debout. Yuru n'hésite pas une seconde avant de dégainer son arc et de les frapper de flèches dans le torse. Ensuite, pour les achever, lui et Danji leur donnent un coup de pied à la tête. Ils continuent vers le sommet, mais Danji s'inquiète un peu du fait que ces dragons continuent de tourner autour de la zone extérieure. Yuru commence à penser que ce ne sont peut-être pas des dragons après tout, mais de toute façon, il ne pense pas pouvoir les abattre avec son arc, donc il vaudrait mieux les éviter complètement. Ils arrivent bientôt aux statues des dieux de gauche et de droite, mais Danji dit qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il veut aller voir sa mère, et il est sûr que Yuru doit vouloir aller voir Asa. Danji a raison sur ce point, mais Yuru a en fait un plan pour descendre à la cave plus rapidement. Il court vers la base d'une des statues et demande à Danji de venir l'aider à déplacer quelques pierres. Danji ne comprend pas ce qu'il fait, mais Yuru lui dit de lui faire confiance et de l'aider.
Quelques minutes plus tard, une fois les pierres retirées, Yuru sort un panneau à la base de la statue, révélant un passage secret qui mène directement à la cave. Danji n'avait aucune idée qu'une chose pareille existait. Mais c'est une bonne chose car maintenant Yuru peut rejoindre Asa beaucoup plus vite. Pendant ce temps, en surface, une fille nommée Gabi vient d'être déposée par un hélicoptère juste devant un groupe de villageois armés de machettes. Elle semble être désarmée, donc les villageois ne savent pas si elle représente une menace ou non, mais alors elle pince ses doigts, et soudain, une partie du corps d'un villageois est arrachée, un peu comme la morsure du renard d'Aki. Elle procède ensuite à éliminer les villageois les uns après les autres, ne laissant aucun survivant. Une mère essaie de prendre son enfant et de courir avant qu'il ne soit trop tard, mais Gabi est trop rapide pour cela, donc elle arrache également la tête de la mère. L'enfant est rempli d'une terreur absolue à la vue de sa mère en morceaux. Mais juste au moment où elle pensait que la même chose allait lui arriver, Gabi lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle a une règle qui l'empêche de mordre les enfants. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle soit contre le fait de les traumatiser mentalement. Maintenant que les villageois ici ont été éliminés, Gabi passe un appel pour faire savoir aux troupes du groupe qu'ils peuvent monter, mais à sa surprise, il n'y a aucune réponse de leur part, et c'est parce que les soldats croisent Dora sur le chemin de la descente, et il n'a pas perdu de temps pour les abattre tous. Il ne sait pas ce qui a pu mal tourner pour que la barrière soit démantelée, mais cela va certainement causer des problèmes. Alors il sort son téléphone et appelle quelqu'un nommé Anna pour lui dire qu'il aimerait changer le point de rendez-vous car la vraie Asa est certainement en danger. Pendant ce temps, dans la cale, Mamie est traînée par Asa, et quand elle se retrouve finalement face à l'imitation d'elle-même, elle est absolument dégoûtée par la vue, alors elle lève la main, et l'instant d'après, la tête de l'Asa dans la cage explose. Juste après cela, Yuru entre en courant dans la cale et il appelle le nom d'Asa avec horreur après avoir vu ce qui s'est passé. Mais à sa surprise, la femme devant lui lève la main et dit qu'elle est sa vraie sœur. C'est pourquoi elle est là pour le reprendre. Mais d'abord, elle va tuer tous les autres dans ce village maudit. Yuru n'a aucune idée de ce dont cette femme parle, mais il refuse de croire qu'elle est sa sœur. Surtout pas après qu'elle vient de tuer la personne qu'il a connue comme sa sœur pendant des années. Alors il dégaine son arc et se prépare à tirer. Asa utilise ses pouvoirs pour bloquer la flèche, ce qui fait exploser l'un des murs de la cale. Pendant ce temps, au sol, Dora est en train d'éliminer autant de soldats que possible et de se diriger vers la cale, mais il doit jouer la prudence sur le chemin car il ne peut pas risquer de laisser l'hélicoptère le suivre. Malheureusement, il finit par se retrouver face à Gabi, et il peut immédiatement dire à quel point elle est une menace parce qu'il voit ses dents de démon aussi clairement que de l'eau de roche. Gabi est surprise que Dora puisse réellement les voir, et cela rend les choses beaucoup plus intéressantes. Elle envoie ses dents sur Dora, mais il esquive et tire quelques coups sur elle. Cependant, elle est capable de bloquer les balles avec les dents, donc Dora doit faire preuve de créativité et lance une grenade au-dessus d'elle, et Gabi a l'air vraiment effrayée une seconde. Alors que l'explosion se produit, on retourne à Yuru et Asa dans la cale, et Asa réalise qu'elle a exagéré, même si elle avait seulement l'intention de bloquer sa flèche, alors elle s'excuse parce qu'elle n'est pas encore habituée à contrôler ses pouvoirs. Alors que Yuru essaie de se sortir des décombres, cette balle qu'il portait roule hors de sa chemise et rebondit jusqu'au cadavre de la fausse Asa, et dès qu'elle entre en contact avec le sang, une créature noire émerge et attrape le bras de la vraie Asa. Yamaha crie alors à Dora de sortir Yuru d'ici le plus vite possible, et un instant plus tard, Dora apparaît, attrape Yuru, et commence à courir. Pendant ce temps, Danji vérifie l'état de sa mère quand il voit Dora traîner Yuru au loin, et il n'arrive pas à croire que cela arrive. Après que Dora a sorti Yuru du passage secret, il lui dit qu'ils doivent descendre la montagne immédiatement car ce n'est plus sûr ici, mais Yuru n'a pas envie d'écouter car plus rien n'a de sens pour lui. Dora promet de tout lui expliquer une fois qu'ils seront en sécurité, mais s'échapper n'est pas vraiment une option pour le moment car ils ont 2 hélicoptères qui tournent autour d'eux avec des tireurs d'élite à bord. C'est vraiment mauvais car ils ne peuvent pas bouger de cet endroit maintenant, et si Gabi parvient à les trouver, alors ils n'ont aucune chance de s'échapper. Cependant, Yuru est trop préoccupé par le fait qu'Asa soit peut-être morte. Il l'a vu bouger un peu avant que Dora ne l'emmène, mais maintenant il n'est même plus sûr que ce soit la vraie Asa ou non. Il se sent aussi terriblement d'avoir laissé Yamaha derrière lui comme ça, et il ne sait toujours pas qui est cette femme qui a prétendu être Asa, mais elle a dit qu'elle allait tuer tous les autres dans le village, et il ne comprend pas pourquoi cela est arrivé. Dora n'a vraiment pas le temps d'expliquer quoi que ce soit, alors il tend simplement à Yuru un pendentif en jade et lui dit d'aller le planter dans le trou dans le sol. Yuru refuse catégoriquement car il n'est pas question qu'il aille se mettre en pleine ligne de mire de ce tireur d'élite. Mais Dora sait que le tireur d'élite ne tirera pas sur Yuru parce qu'ils sont là pour le capturer vivant, alors il dit à Yuru de le faire déjà, et ce dernier accepte à contre-cœur. Yuru court vers le trou, mais il le trouve obstrué par un tas de terre, donc il doit commencer à creuser. Il parvient finalement à placer le pendentif dans le trou, et il se tourne vers Dora pour lui demander ce qu'il doit faire ensuite, mais une seconde plus tard, Dora frappe la tête de Yuru directement contre le sol, lui donnant un nez en sang et faisant gicler son sang sur le pendentif. Yuru se lève et lui crie dessus, mais la dernière étape du rituel nécessitait que le sang de Yuru soit versé sur le pendentif. Et maintenant que cette étape est terminée,
tout est enfin prêt. Les tireurs d'élite se préparent à éliminer Dora dès qu'ils auront une ligne de tir dégagée, mais avant qu'ils ne puissent appuyer sur la gâchette, le pendentif s'active, et les deux statues libèrent le sceau de puissance qui est en elles. En conséquence, deux puissants démons sortent en volant et commencent à déchiqueter les hélicoptères, les envoyant s'écraser au sol, et de l'autre côté du village, Gabi est horrifiée quand elle voit les hélicoptères s'écraser. Non pas parce qu'elle était amie avec les pilotes, mais parce qu'ils étaient censés être son moyen de rentrer chez elle. Alors maintenant qu'ils sont partis, elle va devoir redescendre la montagne à pied. Pendant ce temps, du côté de Yuru et de Ra, ils se retrouvent face aux démons qui étaient scellés dans les statues de gauche et de droite, et ils appellent tous deux Yuru leur maître. Alors que Yuru est encore sous le choc du fait que gauche et droite sont réels, Dora s'approche d'eux et se présente. Gauche et droite ont eu l'œil sur Dora depuis un moment, donc ils le reconnaissent comme un vassal, et puisqu'il est là, droite lui demande s'il peut expliquer ce que cette chose là-bas est. Lui et gauche l'ont décelée parce qu'elle représentait une menace pour Yuru, mais ils n'ont jamais rien vu de tel dans toutes leurs années en tant que démons. Dora explique que ce sont des véhicules de l'ère moderne, mais ce n'est pas important pour l'instant car ils ont des affaires plus urgentes à régler. Ainsi, il demande à gauche et droite de les aider à descendre de la montagne sains et saufs dès que possible. Cependant, gauche et droite le coupent parce qu'ils ne prennent d'ordre de personne d'autre que leur maître, et la dernière fois qu'ils ont vérifié, leur maître était Yuru, pas Dora. Dora crie qu'il comprend cela, mais Yuru ne comprend rien de ce qui se passe, et il n'y a pas le temps de le mettre au courant car il y a au moins 2 utilisateurs de démons dangereux dans le village en ce moment, et ils doivent partir d'ici avant qu'ils n'arrivent. Cependant, juste à ce moment, Gabi apparaît derrière eux, et elle est agacée parce que gauche et droite ont l'air vraiment forts. Alors s'occuper d'eux va être une corvée pour elle. Elle suppose que Yuru doit être celui dont Asa lui a parlé, alors elle lui dit de se faciliter la tâche et de venir avec elle tranquillement. Mais le rappel d'Asa et de tout ce qui s'est passé dans le village fait exploser Yuru de colère. Il exige de savoir si Gabi est celle qui est responsable de tous ces cadavres au milieu du village, et elle ne le nie pas du tout, donc Yuru prévoit de l'éliminer. Gauche et droite lui disent qu'il n'a qu'à donner l'ordre et ils le soutiendront de toute leur force, mais Yuru dit qu'il n'a pas l'intention de leur donner des ordres. Il n'est toujours pas sûr de ce que toute cette histoire de démons signifie, mais pour autant qu'il sache, gauche et droite sont toujours les divinités gardiennes de ce village, donc il va leur montrer le respect qui leur est dû. Ainsi, il ne leur ordonnera rien, mais il a 2 requêtes qu'il aimerait qu'ils accomplissent. Premièrement, il veut qu'ils aillent chercher d'éventuels survivants et s'assurent qu'ils sont en sécurité, et deuxièmement, il dit qu'il veut être celui qui tuera Gabi, mais à part cela, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Gauche et droite sont un peu surpris par l'approche non interventionniste de Yuru en tant que leur maître, mais ils peuvent respecter sa confiance. Pendant ce temps, de retour à la tour, Asa est toujours maintenue en place par le démon de Mémé, mais elle parvient finalement à se libérer en le jetant sur le côté, alors elle se prépare à sortir dans le village pour chercher Yuru. Avant de partir, elle jure de se venger de ce que la vieille sorcière a fait subir à Yuru. Alors qu'Asa descend la montagne, elle croise Danji et sa mère, et Danji craint qu'Asa ne tente de les tuer, mais elle décide en fait de leur épargner la vie et par continuer à chercher Yuru. Pendant ce temps, à l'entrée du village, puisqu'Yuru leur a donné carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, droite s'élance et saute dans les airs pour chercher des survivants comme Yuru l'a demandé, et en même temps, gauche frappe violemment le démon de Gabi, l'envoyant s'écraser contre l'une des parois de la montagne. Son démon temporairement neutralisé, Gabi est désormais complètement sans défense, si bien que Yuru peut tirer une flèche en pleine jambe. Il se prépare à tirer une autre flèche pour l'achever, mais Gabi voit venir le coup et rappelle son démon pour s'envoler vers la sécurité. Cependant, Yuru ne la laisse pas s'enfuir si facilement, alors il la poursuit, et pendant tout ce temps, Dora se plaint parce qu'il veut juste descendre de la montagne. Enfin, au milieu du village, droite trouve la petite fille que Gabi a épargnée, étendue inconsciente à côté de tous les cadavres, et après l'avoir examinée, il est soulagé de constater qu'elle est toujours en vie. Cependant, du point de vue de la fille, on dirait qu'elle est piquée et sondée par une force invisible puisque les humains ordinaires ne peuvent pas voir les démons. Droite matérialise son corps pour tenter de rassurer la fille et lui faire savoir qu'il est là pour la protéger, mais voir une grande personne apparaître juste devant ses yeux l'effraie tellement qu'elle s'évanouit à nouveau. Droite emmène la fille ainsi que quelques autres enfants qu'il a réussi à trouver dans le village vers un bâtiment et les allonge pour leur sécurité. Jusqu'à présent, d'après ce que Droite peut dire, les envahisseurs ont massacré tous les adultes qu'ils ont trouvés, mais il semble que tous les enfants aient été épargnés. Juste alors, Asa arrive en courant, et pensant qu'elle est l'une des survivantes du village, Droite l'appelle, mais Asa peut dire qu'il est un démon et tente d'utiliser ses pouvoirs pour l'assommer. Cependant, Droite n'est pas un adversaire facile, donc dès qu'il réalise qu'elle l'attaque, il pousse un rugissement féroce qui annule son explosion. Il lui crie dessus et dit qu'il est impoli d'attaquer les autres comme ça sans raison, et normalement il serait plus qu'heureux de lui livrer un combat, mais il a reçu l'ordre de s'occuper des survivants, et il suppose toujours qu'Asa est une innocente. Asa réalise qu'affronter Droite serait trop difficile pour l'instant,
Alors elle s'enfuit pour continuer à chercher Yuru. Et alors qu'elle part, Droite remarque que son odeur est étrangement similaire à celle de Yuru. Du côté de Yuru, Gabi tente désespérément de rester loin de lui, mais Gauche parvient à ouvrir de force la bouche du démon de Gabi, et dès que Yuru a une ligne de vue dégagée, il tire une autre flèche dans l'épaule de Gabi. Cela aurait très bien pu être la fin pour Gabi, mais Asa arrive juste à temps pour la sauver. Elle court vérifier l'état de Gabi, mais juste à ce moment, Yuru pointe son arc vers elles deux et menace de tirer si elles font un mouvement brusque. Il exige de savoir qui est vraiment Asa, mais elle lui assure qu'elle n'a pas menti en disant qu'elle était sa petite sœur. Yuru ne pense pas que ce soit possible parce qu'elle est beaucoup trop grande pour être sa petite sœur. Mais elle dit que la nourriture en bas de la montagne est bien plus nutritive que celle d'ici, donc elle a simplement plus grandi. Yuru ne croit toujours pas que cette Asa soit vraiment sa sœur, mais juste alors, Droite tombe du ciel et lui dit qu'Asa ne ment pas. Il peut sentir son sang, et il est définitivement le même que celui de Yuru, donc il ne fait aucun doute qu'ils sont liés. Si c'est le cas, alors Yuru demande qui était la fausse Asa gardée dans la cale toutes ces années, et Asa explique que c'était une imitation créée par la vieille sorcière pour empêcher Yuru de quitter le village. En gros, un jour, les parents d'Asa et Yuru ont dit qu'ils devaient quitter le village immédiatement, mais ils n'ont réussi à emmener Kaza avec eux. Et pour empêcher Yuru de s'enfuir comme les autres, la fausse Asa a été créée et gardée dans la cale parce qu'ils savaient que Yuru n'abandonnerait jamais celle qu'il croyait être sa petite sœur. Tout cela est beaucoup à assimiler pour Yuru, et il ne sait pas quoi faire maintenant, mais Dora ne veut pas que les choses lui échappent, alors il dit à Yuru de se calmer et suggère qu'il devrait battre en retraite pendant qu'Asa est encore occupée à soigner son ami blessé. Yuru tente de discuter, mais Dora lui rappelle qu'il n'y a aucune garantie qu'il puisse battre Asa si cela se transforme en combat à part entière, et pire encore, les villageois survivants pourraient être pris entre deux feux, donc la meilleure option pour l'instant est de se retirer. Yuru réalise que Dora a raison, alors il accepte d'arrêter d'attaquer Gabi et se tourne pour descendre la montagne. Après qu'il soit parti, Gabi se tourne vers Asa et lui demande pourquoi elle n'a pas essayé de capturer Yuru alors qu'il était juste là. Asa dit qu'elle doit d'abord s'occuper des blessures de Gabi, et elle est juste heureuse que son frère soit toujours en vie après tout ce temps. Peu après, Mémé commence à remettre en place la barrière du village, alors Gabi dit à Asa qu'elles doivent partir d'ici avant d'être piégées. Pendant ce temps, plus bas dans la montagne, un couple fait une randonnée ensemble, et ils se demandent quel était tout ce bruit plutôt car ils se souviennent avoir entendu 2 hélicoptères arriver. L'un d'eux mentionne avoir entendu des rumeurs sur un village perdu dans la montagne là où il ne devrait rien y avoir. Et si vous finissez par errer dans ce village, il y a de fortes chances que vous n'en ressortiez jamais. Juste alors, Dora et Yuru descendent la montagne en courant, et Dora remarque qu'ils ne voient plus le village, donc la barrière a peut-être été réactivée. Yuru demande si cela signifie qu'ils ne peuvent plus jamais y retourner, mais Dora dit que ce n'est pas le cas. C'est difficile d'y retourner, mais pas impossible. Cependant, Dora ne pense pas que ce soit une bonne idée puisque ceux qui recherchent Yuru savent déjà où se trouve le village et comment y entrer, donc il ne fonctionnera plus comme cachette. Alors qu'ils arrivent au pied de la montagne, une fille nommée Anna attend pour les récupérer, mais elle est furieuse parce que Dora n'a rien dit sur le fait qu'il ramènerait 2 démons quand il a demandé le ramassage d'urgence. Dora dit que c'est une longue histoire, mais pour l'instant, ils doivent y aller. Yuru est encore un peu perdu. Alors Anna se présente et explique qu'elle et Dora travaillent ensemble en tant que vassaux de démons. Dora demande à gauche et droite s'ils peuvent sentir d'autres démons dans les parages, mais ils disent qu'il n'y a rien à proximité, donc ils devraient être tranquilles. Dans ce cas, Dora suggère qu'ils devraient probablement se dépêcher avant d'avoir des visiteurs indésirables. Alors il dit à Yuru de monter, mais Yuru dit qu'il n'ira nulle part près de cette chose. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant, donc il n'est pas question qu'il y entre. Dora comprend pourquoi Yuru aurait peur, alors il se prépare à donner l'équivalent de 10 heures de vidéo YouTube d'explication sur le fonctionnement d'une voiture, mais Anna ne veut pas rester assise aussi longtemps. Alors elle lui dit simplement qu'il y a de minuscules petits chevaux à l'intérieur qui la font avancer vite, et cela suffit à Yuru, donc il accepte de monter. Quant à Asa et Gabi, Asa a fini les premiers soins, alors elles attendent maintenant que leur prise en charge arrive. Gabi s'inquiète qu'elles soient encore piégées à l'intérieur de la barrière, empêchant leur équipe de les trouver, mais Asa dit que ce n'est pas un problème. Elle sait qu'elles ne sont pas à portée de la barrière parce qu'elles captent le signal, et même si elles l'étaient, elle pourrait toujours la briser à nouveau. Quelques instants plus tard, Jen arrive avec une équipe complète pour descendre Asa et Gabi de la montagne. Alors il dit à ses hommes de préparer le brancard et d'y charger Gabi. Il demande à Gabi comment vont ses blessures, alors elle explique qu'elle a encore une flèche dans l'épaule, mais que celle dans sa jambe a déjà été retirée, donc elle a juste besoin de quelques points de suture. Jen est un peu inquiet du fait que Yuru ne soit pas avec elle puisque le capturer était tout l'intérêt de la mission, mais Gabi dit qu'il vient de s'échapper. Honnêtement, elle est surprise que Jen ne l'ait pas croisé en montant, mais Jen suppose qu'il a dû emprunter un raccourci qui n'est pas indiqué sur la carte. Le trouver serait facile s'ils avaient encore leurs hélicoptères, mais ils ont déjà perdu ces deux-là ainsi que tous les soldats avec lesquels ils sont venus, et ils n'ont même pas réussi à capturer Yuru, donc Jen va avoir du mal à expliquer celle-ci au supérieur.
Gabi mentionne que Yuru s'est échappé avec un type nommé Dora, et entendre cela inquiète encore plus Jen car il réalise que Gabi doit faire référence au Tadra, et il sait à quel point ses vassaux sont dangereux. Alors il commence à regretter de ne pas avoir emmené ses démons avec lui. Pendant ce temps, dans la voiture, Dora explique tout ce qui s'est passé sur la montagne, et il dit qu'il est presque sûr que les responsables de l'attaque étaient les Kegmorais, et maintenant qu'ils ont son nom et son visage, il va probablement devoir se raser et changer de ville. Juste alors, gauche et droite sentent quelque chose approcher, alors il frappe sur la vitre pour avertir Dora qu'un puissant démon approche. Cela inquiète Anna car elle ne pensait pas qu'il viendrait après eux si vite. Mais gauche et droite expliquent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ce démon est une vieille amie à eux. La femme s'appelle Oshirazama, et elle est ravie de revoir gauche et droite car cela fait 400 ans qu'elle ne les a pas vus. Elle demande si cela signifie qu'ils ont enfin trouvé un nouveau maître, et ils confirment tous les deux, se vantant que leur maître est justement l'un des jumeaux qui divisent le jour et la nuit. Oshirazama est heureuse pour eux, et elle demande ce qu'ils comptent faire maintenant, mais ils ne sont honnêtement pas sûrs. Dora dit qu'ils peuvent se cacher dans une ville humaine ou quelque chose comme ça, c'est donc là qu'ils se dirigent, et Oshirazama dit qu'elle aimerait entendre tout cela quand ils reviendront. Elle s'envole alors, et une fois qu'elle est partie, Dora et Anna paniquent parce qu'ils n'auraient jamais imaginé la rencontrer, mais Yuru ne comprend pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Les deux lui crient de montrer un peu de respect car Oshirazama est une vraie déesse, mais entendre cela rend gauche et droite grincheux parce qu'ils sont aussi des dieux. Pourtant ils n'ont pas reçu ce genre de révérence. Dora et Anna expliquent qu'il existe plusieurs catégories de démons. Certains sont à peu près des dieux comme Oshirazama, qui vit aux côtés de l'humanité, certains s'impliquent directement avec l'humanité et accordent des bénédictions, tandis que d'autres poussent les gens à commettre des crimes. Pendant ce temps, sur la montagne, deux soldats qui ont survécu tentent de descendre, mais ils réalisent bientôt que peu importe la distance qu'ils parcourent, ils ne dépassent jamais ce rocher, donc ils doivent être piégés à l'intérieur de la barrière, et cela signifie qu'ils ne peuvent jamais partir. Avant d'arriver en ville, Dora et Anna s'arrêtent à une aire de repos et disent à Yuru qu'il va devoir changer de vêtements pour pouvoir se fondre plus facilement dans la foule. Ils lui donnent également un peu d'anagri à manger, mais Yuru n'a jamais vu une nourriture aussi luxueuse et transformée auparavant, alors il leur demande si c'était un cadeau des dieux ou quelque chose comme ça. Yuru adore absolument le goût, alors Dora lui en propose davantage, et Anna plaisante en disant qu'il se comporte comme une grand-mère. Mais en entendant cela, Yuru se souvient de ce qui s'est passé au village, et il souhaite qu'Asa soit là pour goûter parce qu'elle aimerait probablement ça. Juste à ce moment-là, Raikht attire l'attention de Dora et lui demande ce qu'est cet endroit car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Mais Dora ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Il dit à Raikht que c'est un endroit où les gens peuvent se reposer et se réapprovisionner lorsqu'ils font de longs trajets, et Left et Raikht semblent émerveillés par ce concept. Dora leur dit qu'ils peuvent venir jeter un coup d'œil à l'intérieur s'ils veulent, mais Raikht refuse car leur devoir est de rester aux côtés de Yuru. Et ainsi, il dit à Dora et Anna qu'ils peuvent entrer et prendre un repas, et pendant qu'ils sont absents, Left et Raikht veilleront à ce que rien ne nuise à Yuru. Dora et Anna décident d'accepter leur offre, alors les deux rentrent à l'intérieur, mais avant qu'ils ne partent, Anna les avertit de ne pas toucher au volant de la voiture. Left et Raikht acceptent, mais il lui demande si elle ne va pas nourrir cet étrange cheval. Plutôt que d'expliquer que ce n'est pas un vrai cheval, elle leur dit simplement qu'elle la nourrit plus tôt. À l'intérieur, Dora et Anna prennent un bon repas ensemble, et Anna demande à Dora ce qu'il a dit à Yuru à propos de la situation. Dora dit qu'il ne l'a pas vraiment mis au courant de grand-chose car il avait l'air assez secoué après avoir découvert qu'Asa, avec qui il avait vécu toutes ces années, n'était pas sa vraie sœur. Il ne voulait pas lui en donner plus qu'il ne pouvait en supporter d'un coup, mais Anna pense qu'il est un peu trop gentil. D'autre part, elle demande à Dora où il compte emmener Yuru après cela, et Dora ne peut pas ramener Yuru à sa maison habituelle puisque son nom et son visage ont été compromis, alors il va abandonner cet endroit. Anna lui dit qu'il a la vie dure puisqu'il est techniquement sans abri et doit s'occuper d'un enfant, mais Dora lui rappelle que c'est son travail de l'aider à gérer la situation. Anna comprend cela et promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider, et Dora est heureux de l'entendre car il lui dit qu'elle va devoir l'épouser. Anna dit qu'elle n'est pas d'humeur à ce genre de plaisanterie, mais Dora ne plaisante pas à ce sujet. Il dit que s'ils vont protéger Yuru, alors ils doivent se fondre dans la masse autant que possible, et la dernière chose qu'il voudrait, c'est que les gens répandent des rumeurs. Anna demande ce que le mariage a à voir avec tout cela, alors Dora demande comment il est censé expliquer qu'il a Yuru à ses nouveaux voisins s'il n'a pas de femme. Les gens vont soit penser qu'il est divorcé, soit que sa femme est morte, et c'est un terrain fertile pour les commérages. Anna ne peut pas vraiment contester cette logique, mais elle déteste toujours le fait qu'elle va devoir se marier pour cela. Pendant ce temps, sur le parking, Left et Raikht cherchent partout autour de la voiture pour essayer de comprendre où sont stockés les chevaux. Mais juste à ce moment-là, Yuru réalise qu'il a mangé toute la nourriture que Dora et Anna avaient laissée et qu'il n'a pas pensé à en garder pour Left et Raikht. Mais ils lui disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ils n'ont pas besoin de nourriture comme les humains. Yuru est heureux de l'apprendre, mais passant à un sujet plus sérieux, il leur demande de lui dire tout ce qu'ils savent sur lui et sa sœur. Malheureusement, ils ne peuvent pas lui dire grand-chose. Pendant les 400 dernières années,
Left et Right sont restés immobiles devant le village. Donc ils ne savent pas grand-chose de ce qui se passe à l'extérieur du village, ni de ce qui se passe à l'intérieur du village d'ailleurs. Cela dit, ils ont vu les gens qui entraient et sortaient du village, et un jour, ils les ont entendus parler de la naissance d'une paire de jumeaux qui séparaient la nuit et le jour. Quelques années après cela, ils ont commencé à voir le père de Yuru emmener Yuru en chasse, mais ils n'ont jamais aperçu Asa pendant ces années. Ils ont commencé à craindre qu'Asa ne soit morte peu après sa naissance à cause d'une maladie quelconque. Mais alors, une nuit, il y a 10 ans, ils ont vu les parents de Yuru fuir frénétiquement le village avec une petite fille, et cette petite fille avait le même sang que Yuru, donc ils ont pu dire que c'était sa sœur. Yuru a finalement accepté que cette fille soit vraiment Asa, mais il ne comprend toujours pas pourquoi elle a dévasté le village ni pourquoi ses parents se sont enfuis avec elle mais l'ont laissé derrière. La seule façon d'obtenir les réponses qu'il veut est de parler à ses parents, et la seule façon d'y parvenir est de trouver Asa et de lui demander de le conduire à eux. Un peu plus tard, Dora et Anna reviennent, et Yuru remarque que Anna semble un peu contrariée, alors il lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle ne veut pas en parler. Elle dit simplement à Yuru que désormais, elle et Dora vont être ses gardiens, et cela signifie qu'ils seront responsables de lui s'il fait des bêtises, alors il ferait mieux de faire de son mieux pour éviter les ennuis. Et en parlant d'ennuis, elle lui dit qu'il va attirer l'attention s'il reste assis là-haut comme ça. Yuru s'excuse et descend, mais il demande si tout va bien se passer puisque Left et Right doivent rester assis là-haut pendant le trajet en voiture. Anna lui dit que ces deux-là vont bien car la majorité des humains ne peuvent pas voir les démons à moins qu'ils n'aient eux-mêmes un démon ou que le démon se laisse voir. Un peu plus tard, ils remontent tous dans la voiture pour continuer leur voyage, et en chemin, Yuru interroge Dora sur le clan Kagamore qu'il a mentionné plus tôt, se demandant si ces gens sont également des utilisateurs de démons. Dora confirme que certains d'entre eux le sont, et ils sont un vrai cauchemar pour lui. Ils étaient autrefois des alliés du village qui vivaient en bas de la montagne, mais en raison de différences idéologiques, ils ont fait scission, et Anna dit à Yuru qu'il ferait mieux de ne pas s'impliquer avec ce genre de personnes s'il peut l'éviter. Quant à la façon d'éviter d'être retrouvé par les Kagamore, Dora dit qu'il a une liste de personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Pendant ce temps, dans un immeuble du centre-ville, une femme est poursuivie dans un couloir par un tueur. Et pour quelqu'un qui court pour sauver sa vie, elle fait un travail terrible, car elle arrive au bout du couloir, et au lieu de tourner, elle attend là pendant 10 bonnes secondes pour laisser au tueur le temps de rattraper son retard. Elle court ensuite vers l'ascenseur et y entre, mais avant que la porte ne puisse se fermer, le tueur la rattrape et entre aussi. Il s'approche alors lentement avec le couteau, mais juste au moment où il va poignarder la femme, son corps commence à se tordre et à se plier, révélant qu'elle n'était qu'un piège fabriqué à l'aide d'une baudroie. Et maintenant que le tueur n'a nulle part où aller, la baudroie se met à le dévorer. Pendant ce temps, Jean, le propriétaire de ce démon, appelle la femme qu'il a informée du meurtre et lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il ne causera plus de problème. Au même moment, le meurtrier est entraîné vers le bas par les âmes en détresse de tous ceux qu'il a tués par le passé. Et peu de temps après, lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre, il ne reste plus rien de lui. Une femme à proximité est horrifiée quand elle voit le démon sortir de l'ascenseur. Et dès que Jean réalise qu'elle est capable de voir les démons, il lui dit qu'elle ferait mieux de garder cela secret. De retour avec Yuru, après que le groupe atteint une autre aire de repos, Yuru leur demande de lui dire tout ce qu'ils savent, mais ils disent qu'ils n'en savent pas beaucoup non plus. Leurs supérieurs ne leur donnent pas tous les détails, et le travail est essentiellement quelque chose que leurs familles font depuis des générations. Fondamentalement, Dora a reçu 2 ordres, empêcher les étrangers de s'approcher du village, et s'assurer que les jumeaux ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. Sinon, tout ce qu'il fait est de transmettre des informations au village et de livrer des fournitures de temps en temps. Ce n'est pas vraiment à lui de remettre en question ce que ses supérieurs lui demandent de faire, donc il y a probablement beaucoup de choses qui lui sont cachées, même à lui. Aussi, en parlant de secret, Dora informe Yuru que son vrai nom est Ryu Tedara. Mais Yuru peut continuer à l'appeler Dora s'il le souhaite. Yuru se souvient qu'au donjon, grand-mère Yamaha semblait terrifiée à l'idée qu'il soit emmené, au point qu'elle a simplement dit à Dora de le sortir de là plutôt que de l'aider à se battre. Alors Yuru veut savoir ce qui le rend si spécial. Dora explique qu'il y a une prophétie, et elle dit que lorsqu'un garçon et une fille jumeaux naissent de part et d'autre d'un lever de soleil pendant l'équinoxe, le monde sombrera dans le chaos. La dernière fois que des jumeaux comme ça sont nés, c'était il y a 400 ans, et à cette époque, la guerre avait divisé la nation en nord et sud, et d'autres conflits avaient divisé les deux camps en est et ouest. Et à chaque fois, des utilisateurs de démons manigançaient dans l'ombre. Yuru demande si cela signifie que lui et Asa sont maudits pour détruire le monde, mais Right dit que ce n'est pas nécessairement le cas. C'est juste qu'il y a ceux qui voudraient abuser de leur pouvoir à cette fin. Yuru demande à Right ce qu'il entend par « pouvoir », car il n'a jamais eu aucune capacité spéciale, mais Left lui dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne l'éveille. En fait, à en juger par la façon dont Asa se déplaçait au village, elle a probablement déjà éveillé son pouvoir. Et puisque Right l'a vu de ses propres yeux, il est certain que c'était le pouvoir de Break. Break est la capacité de défaire de force toute chose, et même les barrières les plus solides ne lui résistent pas.
Mais il y a une autre moitié à cette capacité. Seal, le pouvoir de fermer de force n'importe quoi, et ils sont généralement considérés comme égaux en force. Yuru n'avait jamais entendu parler de tout cela auparavant, mais cela explique comment Asa a pu pénétrer la barrière du village. Mais en parlant de cette barrière, Yuru n'a jamais su qu'il y avait une barrière en premier lieu. Alors il demande comment Dora faisait pour entrer et sortir tout le temps. C'est un peu compliqué, mais il y a un itinéraire spécifique à suivre pour traverser la barrière, et cela implique beaucoup de virages et de détours, donc c'est un vrai casse-tête pour Dora de s'en souvenir tout le temps. Mais il faut que ce soit compliqué pour que les gens ordinaires ne finissent pas par y entrer par hasard. Cela dit, il arrive que des gens suivent accidentellement le bon chemin pour entrer, et il se trouve que la mère de Yuru était une femme qui a parfaitement rempli ces conditions. Yuru se souvient avoir entendu sa mère mentionner à un moment donné qu'elle venait d'un endroit loin du village et qu'elle espérait pouvoir y retourner un jour avec toute sa famille. Mais cela ajoute encore plus de questions à la liste de Yuru sur les choses dont il n'est pas sûr. Le lendemain matin, Anna part à la recherche d'un appartement, et pendant ce temps, Yuru, Left et Reicht se promènent dans le parc. Reicht et Left sont fascinés par le nombre impressionnant de châteaux qu'il y a. Yuru mentionne que Dora lui a en fait parlé de ces choses, et que ce ne sont pas vraiment des châteaux. On les appelle des complexes d'appartements, et ce sont des endroits où vivent des tonnes de gens, comme des villages verticaux compacts. Reicht et Left disent qu'il devrait être assez facile de cacher Yuru des gens qui le poursuivent quand les foules sont aussi grandes. Mais cela va aussi rendre la chasse d'Yuru à Asa beaucoup plus difficile. Dora et Anna sont gentils, donc ils n'ont probablement pas de mauvaises intentions envers lui, mais le fait qu'ils aient des liens avec le village qui l'a trompé rend difficile pour Yuru de leur faire confiance. Alors il ne va pas leur dire qu'il cherche Asa. Cela dit, il ne fait pas encore entièrement confiance à Asa non plus, même si elle est sa vraie sœur. Mais avant de porter un jugement définitif sur qui il peut ou ne peut pas croire, il doit découvrir la vérité, alors il demande à Left et Reicht de le soutenir. Une fois que le groupe arrive à la maison que Anna et Dora ont installée, ils sont émerveillés car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Yuru est particulièrement émerveillé par le fait qu'il y ait un tapis de tatami ici, car au village, le tatami était exclusivement réservé aux occasions spéciales. Et encore, il n'était jamais aussi bon que celui-ci. Il adore à quel point c'est agréable, alors il s'allonge pour en profiter. Mais à ce moment-là, il trouve un chien et un chat debout au-dessus de lui, et cela lui fait si peur qu'il panique. Anna s'excuse de ne pas l'avoir prévenu plus tôt, mais elle explique que ces petites bêtes sont cotées dessus et Juro. À ce moment-là, Left et Reicht tentent et s'excusent de ne pas avoir fait les présentations plus tôt, mais ils informent Kotetsu et Juro qu'ils sont les démons liés à Yuru et les saluent formellement tous deux en tant que confrères démons. Yuru ne comprend pas ce qui se passe car il n'y a pas moyen que ce chat et ce chien soient vraiment des démons. Mais Kotetsu et Juro n'apprécient pas d'être traités d'animaux. Alors ils griffent et donnent des coups de pied à Yuru pour son manque de respect. Reicht explique alors à Yuru que ces deux-là ne sont pas des chiens et chats ordinaires et que ce qu'il a dit était très impoli, alors Yuru s'excuse pour son erreur. Pour continuer, comme Dora et Anna sont techniquement mariés maintenant, ils ont décidé de prendre le nom de famille de Anna comme nom de la famille, d'autant plus que le nom et le visage de Dora étaient déjà compromis. Alors Anna dit à Yuru que si quelqu'un lui demande, son nom de famille est désormais Donna. Yuru est surpris d'apprendre que Dora et Anna ont tous deux un nom de famille, et il craint d'avoir manqué de respect envers eux tout ce temps car il suppose maintenant qu'ils sont des seigneurs. Mais Anna lui dit que tout le monde ici a un nom de famille, donc elle n'est pas une seigneuresse. Cependant, Dora dit alors à Yuru que Anna est techniquement une seigneuresse car elle possède une montagne, et il n'a pas tort. Mais Anna dit que c'est juste quelque chose qu'elle a hérité de sa famille, donc ce n'est pas entretenu et elle ne peut pas non plus le vendre pour faire de l'argent. Dans ce cas, Yuru lui demande si cela lui dérangerait qu'il chasse là-bas pendant son temps libre, mais Dora lui dit qu'il va devoir obtenir un permis de chasse, ce qui n'a aucun sens pour Yuru, mais ce sont les règles ici-bas. Pendant ce temps, au QG de Kagamore, Asa s'entraîne avec ses pouvoirs, et elle essaie d'améliorer sa précision en limitant son explosion à la pomme. Bien qu'elle ait réussi à la toucher à faible puissance, quand elle a essayé d'utiliser un peu plus de force, elle a complètement raté sa cible et a fait un trou dans le jardin. Juste à ce moment, son maître rentre à la maison, et il est content de voir qu'Asa travaille dur pour entraîner ses pouvoirs, mais elle s'excuse auprès de lui d'avoir détruit son jardin en chemin. Il lui dit qu'il n'y a pas de raison de se sentir mal car ce n'est qu'un jardin, mais il faudra le nettoyer. Alors il demande à Gen de s'en occuper pour lui, et Gen transmet la tâche à son démon, qui mange les objets détruits. Quoi qu'il en soit, Asa demande s'il y a une raison pour laquelle le maître est venu aujourd'hui. Alors il explique qu'il est là parce qu'il voulait prendre des nouvelles de Gabi après avoir appris qu'elle avait été blessée dans l'exercice de ses fonctions. Gabi est surprise que le maître ait fait tout ce chemin juste pour prendre de ses nouvelles, et elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de faire ça, mais elle apprécie le geste. Asa demande à Gabi si elle aimerait une pomme, et Gabi dit oui. Mais Asa réalise alors qu'elle n'a pas de couteau pour la couper comme Gabi aime. Heureusement, Gen la couvre et demande à Makoto de sortir un couteau qu'il garde à l'intérieur. Mais Gabi est un peu hésitante à accepter de la nourriture coupée avec un couteau que Gen a probablement utilisé pour poignarder quelqu'un. Un peu plus tard, du thé et des collations ont été préparés pour tout le monde,
Et le maître dit à Gabi qu'il veut qu'elle se concentre sur le fait de rester tranquille et de se reposer pour pouvoir guérir de ses blessures. Il dit aussi à Asa qu'il veut qu'elle reste ici avec Gabi. Maintenant que Yuru est aussi descendu de la montagne, on peut dire que la nouvelle va se répandre rapidement que les deux jumeaux sont en ville. Une fois que cela arrivera, il est probable que des gens commencent à s'en prendre à Asa également. Ainsi, il est plus sûr pour elle de rester ici pour l'instant. Quant à la situation avec Yuru, le maître a ordonné à Jen de travailler pour le trouver dès que possible. Mais ce ne sera pas une tâche facile pour lui, d'autant qu'il ne sait même pas à quoi ressemble Yuru. Gabi réalise qu'elle aurait probablement dû prendre une photo de lui quand elle en avait l'occasion, mais on ne peut plus changer ce qui est arrivé. Ils optent donc pour la meilleure option suivante et commencent à faire des portraits de lui. Malheureusement, Asa et Gabi ne sont pas très doués pour dessiner, mais Gabriel, lui, est excellent en dessin, alors il fait une assez bonne image. Jen dit qu'il commencera ses recherches dès que possible, mais avant qu'il ne parte, Asa le rattrape et prévient Jen que les démons de Yuru ont un bon odorat, et qu'ils ont pu l'identifier grâce à l'odeur de son sang, donc il devrait faire attention à cela. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, Dora vient de finir de se raser la barbe pour éviter d'être reconnue. Mais Anna n'aime vraiment pas ce nouveau look. Dora s'apprête à sortir, mais il n'a pas vu Yuru depuis un moment, alors il demande à Anna si elle sait où il est allé. Anna se souvient que Yuru a mentionné vouloir faire une promenade pour se repérer, et c'est bien, mais Dora remarque que son couteau a disparu, et si Yuru l'a pris, s'il se fait repérer par la police, il aura l'air très suspect. Pendant ce temps, Yuru, Left et Right se tiennent tous sur un bâtiment voisin, et il est toujours émerveillé par la taille de la ville. Left et Right lui demandent s'il craint qu'il soit difficile de trouver Asa dans un endroit avec tant de monde, mais Yuru a déjà un plan. Il se souvient que Left et Right ont dit qu'ils pouvaient suivre des traces rien que par l'odorat, alors il leur dit qu'ils n'ont qu'à chercher l'odeur des démons et l'odeur du sang d'Asa, et ils finiront par la trouver. Cela suffit à Left et Right pour commencer leur recherche, alors ils se transforment et traînent Yuru dans les cieux pour qu'ils puissent chercher. Après avoir volé un moment, ils finissent par croiser l'odeur familière du sang d'Asa ainsi que celle des démons, alors ils atterrissent rapidement. Après que Yuru s'est remis de son mal de l'air, Left lui demande s'il leur donne la permission de tailler les démons dès qu'ils se montreront. Yuru demande si elle est sûre que c'est une bonne idée car il pense qu'il devrait au moins parler aux démons d'abord pour voir s'ils sont amicaux. Mais Left lui dit qu'il ne peut pas s'attendre à ce que tous les démons soient raisonnables. Il est vrai qu'il y en a certains capables de raisonner comme Left et Right, mais la grande majorité des démons sont plutôt impulsifs et attaqueront si l'occasion se présente, donc il devrait garder cela à l'esprit pour référence future. L'odeur du sang d'Asa les conduit dans un parking souterrain où Jen et ses subordonnés se tiennent debout, et Right rappelle à Yuru qu'ils doivent rester sur leur garde car s'ils ont pu remarquer Jen et son équipe, il ne fait aucun doute que Jen a dû les remarquer aussi. Pour ce que Yuru peut en dire, l'équipe de Jen semble humaine, mais ce qui attire vraiment son attention, c'est le fait qu'Asa se tient juste à côté de lui. Avec son objectif si proche, Yuru se précipite immédiatement pour tenter de l'atteindre, mais à ce moment-là, Right remarque que quelque chose ne va pas dans l'odeur du sang d'Asa, alors ils essaient de l'arrêter. Mais il est déjà trop tard car Yuru est tombé dans le piège. Jen transportait une fiole de sang d'Asa, c'est ce que Left et Right ont probablement senti pour tenter de les tromper, mais ils ne s'attendaient pas à capturer Yuru si rapidement. Pendant ce temps, de retour à la maison, Anna panique toujours à l'idée que Yuru pourrait avoir des problèmes dehors. Ils n'ont aucune idée qu'il vient d'être capturé par Jen, mais le fait qu'il ne soit pas citoyen enregistré ici signifie qu'il n'a pas d'assurance maladie. Cela signifie que s'il se blesse, ils vont devoir payer ses factures médicales. Ils ne peuvent vraiment pas se permettre de payer ça, alors Anna donne à ses démons une des vestes de Yuru à sentir et leur demande de le retrouver pour elle. Pendant que Juro suit l'odeur de Yuru, Kotetsu commence à transmettre les informations à Anna en utilisant la carte de son téléphone, et Dora est honnêtement surpris car il n'a jamais vu un démon utiliser la technologie moderne auparavant. Les démons finissent par localiser Yuru, mais Anna n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment réussi à aller jusqu'à Tokyo en une nuit, et Dora commence à se demander pourquoi Yuru irait là-bas en premier lieu. Pendant ce temps, dans le parking souterrain, les hommes de Jen savent que les démons de Yuru doivent être à proximité, alors ils crient pour qu'ils se montrent déjà. Left et Right n'ont pas vraiment le choix, alors ils sortent. L'homme commence alors à exiger qu'ils se rendent, mais Left et Right l'ignorent et continuent d'avancer. Le gars essaie de les arrêter en leur rappelant qu'ils ont toujours Yuru en otage, mais Left et Right pensent simplement auquel des hommes prendre en otage en retour. Ils peuvent dire que Jen est le chef ici, alors ils décident de s'en prendre à lui, et Left dit à Yuru de rester dans ce démon charognard car il a l'air assez puissant, mais il ne peut pas attaquer pendant qu'il est occupé à retenir Yuru en otage. Cela a du sens pour Yuru, alors il accepte de rester. Jen et les autres sont surpris car ils n'ont jamais vu des démons donner des ordres à leur maître auparavant, et encore moins un démon prêt à laisser son maître dans une situation dangereuse. Cependant, Yuru est très peu interventionniste, donc ils sont autorisés à faire ce qu'ils veulent. Jen réalise que menacer Left et Right ne servira pas à grand-chose, alors il sort un arsenal d'armes à feu, et lui et ses hommes commencent à tirer sur Left et Right, mais ces balles ne leur font absolument rien.
Puisque les attaques physiques ne leur font rien, l'un des hommes invoque son démon et fait tomber une tortue directement sur Left. En même temps, l'autre invoque le vénérable lapin, qui procède ensuite à donner une raclée à Reicht. Reicht est techniquement plus fort, mais le lapin est tout simplement trop rapide pour qu'il puisse le combattre, alors il demande de l'aide à Left. Mais Left est incapable de bouger car la tortue a une sorte de capacité de gravité qui rend très difficile son déplacement. La situation semble très mauvaise pour eux, et Yuru ne peut pas rester à regarder Left et Reicht lutter, mais il ne peut pas non plus se libérer tout seul. Cela dit, il a un plan en tête, alors il lance son couteau sur la tortue pour l'éloigner de Left. Une fois Left libérée, elle fracasse les dents du charognard pour libérer Yuru. Yuru dit alors à Reicht de viser les lumières, et après les avoir détruites, tout le parking souterrain est plongé dans l'obscurité. Le lapin dit à Jen qu'il sent les démons de Yuru s'enfuir, et Jen suppose que Yuru doit battre en retraite. Mais ce n'est pas du tout le cas car un instant plus tard, Yuru apparaît derrière Jen et lui tranche les chevilles. Lorsque les lumières se rallument, il tient déjà Jen en otage, et Left et Reicht reviennent bientôt pour voir comment les choses se passent. Il s'était enfui sur ordre de Yuru pour attirer Jen dans un faux sentiment de sécurité afin que Yuru puisse attaquer, et aucun d'eux n'a rien soupçonné car normalement les démons ne quittent jamais le côté de leur maître. Bien sûr, si Yuru avait échoué à capturer Jen, Left et Reicht seraient immédiatement revenus pour l'aider. Jen admet qu'il aurait dû s'y attendre car on lui avait dit que Yuru était naturellement doué pour la chasse, étant donné qu'il a grandi dans un village de montagne. Bien sûr, il serait plus adapté pour combattre dans l'obscurité. En parlant du village, Yuru exige de savoir qui était responsable de l'attaque de sa maison, et Jen ne mâche pas ses mots. Il explique que c'est lui qui a orchestré l'attaque, donc la responsabilité repose uniquement sur ses épaules. En entendant cela, Yuru est rempli de rage et ne veut rien d'autre que trancher la gorge de Jen. Mais il se retient car il a encore besoin de lui vivant. Il dit à Jen de sortir son téléphone et d'appeler Asa ici car il veut lui parler. Les gars sont surpris d'apprendre que Yuru veut seulement parler, car ils étaient persuadés qu'il dirait qu'il devrait livrer Asa. Jin lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir récupérer Asa pour le village de Hagashi, mais Yuru lui dit que ce n'est pas ce qui l'inquiète. Tout ce qu'il veut, c'est poser quelques questions à Asa, alors Jin suggère à Yuru de revenir au QG de Kagamore s'il veut la voir. Yuru refuse immédiatement car il n'est pas question qu'il se rende en territoire ennemi, c'est pourquoi il veut qu'Asa vienne ici à la place. Les subordonnés de Jin demandent à Yuru d'attendre un peu parce qu'ils aimeraient d'abord soigner la blessure de Jin, car il pourrait se vider de son sang à ce rythme. Yuru dit qu'il a fait attention à ne toucher aucune artère vitale, mais il accepte qu'il soigne la blessure de Jin car il n'a pas l'intention de tuer Jin puisque Jin n'a pas non plus essayé de le tuer. Après tout, si Jin l'avait voulu, il aurait été facile pour lui d'éliminer Yuru avec sa première attaque. Pour l'instant, il sait que les deux poissons appartiennent à Jin et que la tortue et le lapin doivent appartenir à ce gars là-bas. Mais ils n'ont pas encore vu les démons du type chauve. Gauche et droite lui demandent où sont ces démons, et il explique que ces démons sont à proximité mais qu'ils sont trop grands pour tenir dans le bâtiment et qu'il ne voulait pas tout détruire. Jin dit à Yuru qu'il ne peut pas amener Asa ici, mais il lui assure que s'il vient au manoir Kagamore, aucun mal ne lui sera fait. Yuru semble toujours sceptique, mais Jin lui rappelle qu'il sait déjà qu'ils n'ont pas l'intention de le tuer. Yuru prend un moment pour évaluer la situation, et même s'il tuait Jin maintenant, il aurait du mal à sortir d'ici, surtout avec ce gros démon à l'extérieur. Alors il décide d'accepter les exigences de Jin et dit qu'il ira au manoir Kagamore pour rencontrer Asa. Mais il avertit qu'il ferait mieux de ne rien tenter, et Jin lui assure qu'il sera traité comme un invité d'honneur. Pendant ce temps, le démon de Hana a finalement retrouvé Yuru et le surveille de près pour savoir ce qu'il fait. Maintenant qu'ils sont d'accord, Yuru dit à Jin de se dépêcher de l'emmener voir Asa, mais Jin lui dit qu'ils doivent d'abord nettoyer ce désordre avant de faire quoi que ce soit d'autre. Jin demande à Ai de l'aider. Alors Ai commence à nager et à dévorer tous les débris et les douilles de balles laissées sur le sol. Yuru est plutôt curieux de savoir ce qu'est cette chose, alors il demande à Jin d'expliquer, et on lui dit que la paire est en quelque sorte les éboueurs de la nature. Et peut tout manger. Et Makoto ici peut le recracher sur commande, dont Jin a nourri et d'objets utiles de temps en temps pour les utiliser au combat si besoin. Pendant que Jin parle avec Yuru, Gauche s'approche de Haru et lui demande à quel point cette tortue est lourde. Haru ne sait pas vraiment car il n'a jamais essayé de la peser, mais il lui dit qu'elle peut devenir encore plus lourde qu'avant, et entendre cela est un sérieux coup porté à la fierté de Gauche, alors elle jure de s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. Droite a aussi une petite rivalité avec le lapin car il n'aime pas le fait qu'il a perdu face à lui un moment plus tôt, et le lapin ne perd pas de temps pour se moquer de lui dès qu'il en a l'occasion. Cela énerve Droite, alors il demande à Yuru s'il connaît quelque chose sur la chasse au lapin, et Yuru répond avec désinvolture. La viande de lapin fait un bon bouillon, ce qui terrifie le lapin. Juste à ce moment-là, un agent de sécurité qui a entendu tout ce tapage descend pour voir ce qui ne va pas, et pour ne pas éveiller les soupçons, le groupe joue la carte du calme et fait comme s'il se tenait là innocemment quand les ampoules ont toutes explosé soudainement. L'agent est vraiment confus, mais il ne pense pas qu'ils aient fait quelque chose de mal, et il ne peut pas non plus voir les démons, donc il ne voit rien d'anormal ici. De retour au manoir Kagamore, Asa dormait quand elle a reçu le message de Jin lui disant qu'il arrivait avec Yuru, et dès qu'Asa voit ça,
elle panique et va réveiller Gabi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Gabi est surprise que Jin ait pu trouver Yuru si vite, et maintenant Asa panique en essayant de trouver quoi porter quand elle rencontrera Yuru. En chemin, Jin appelle aussi le chef du clan et l'informe que Yuru a accepté de venir au manoir, et le chef est heureux l'apprendre, mais il n'est pas au manoir pour le moment, alors il demande à Jin s'il pourrait convaincre Yuru d'attendre son retour. Il avait prévu de se détendre dans une source chaude pour la nuit, mais si Yuru vient vraiment, il va annuler ses projets et rentrer immédiatement. Mais avant de partir, il demande à son assistant de prendre cette photo géniale de lui debout sur un démon, pour qu'on dirait qu'il flotte dans les airs. Ils arrivent finalement au domaine du clan Kagamore et entrent par la porte principale. Mais gauche et droite sont perplexes car ils avaient entendu dire que les Kagamore avaient des tonnes de démons. Pourtant, ils ne sentent aucun démon à proximité. Jin explique que c'est parce qu'ils sont encore dans la section publique du domaine, et qu'ils devraient commencer à sentir les autres démons une fois qu'ils auront franchi la barrière. Une fois qu'ils passent la barrière, comme Jin l'a dit, gauche et droite peuvent maintenant sentir des tonnes de démons tout autour d'eux. Pendant ce temps, dans la maison, le démon de Gabi l'informe que Yuru est arrivé, et alors qu'Asa s'apprête à sortir pour le rencontrer, elle demande à Gabi si elle veut venir, mais celle-ci n'a aucune envie de rencontrer le type qui lui a fait 2 trous dans le corps. Elle a aussi encore beaucoup de mal à marcher à cause de sa jambe abîmée, donc elle doit de toute façon rester en arrière. Dehors, le démon de Hana vient de suivre Yuru jusqu'au domaine, mais il ne peut pas entrer à cause de la barrière, alors il transmet simplement l'information aux autres. Dera et Hana attendent toujours désespérément de savoir où se trouve Yuru, mais ils sont tous deux extrêmement déçus d'apprendre qu'il est en territoire Kagamore. Ils supposent qu'il a dû être capturé quand il est parti seul, alors Dora se lève et se prépare à aller le chercher. Alors qu'il se dirige vers la porte d'entrée, Hana lui demande si elle veut conduire, mais Dora dit qu'il gérera celui-ci seul puisque les Kagamore savent déjà qui il est, et il ne voudrait pas non plus révéler l'identité secrète de Hana. Pendant ce temps, Yuru et les autres viennent d'arriver devant l'entrée principale du manoir Kagamore, et ils sont émerveillés par sa taille immense car ils n'ont jamais vu un château comme celui-ci auparavant. Mais juste à ce moment-là, un homme nommé Azuma s'approche d'eux. Jin n'est pas très content de voir Azuma, alors il lui demande ce qu'il fait là, et Azuma dit qu'il a simplement entendu dire que l'autre jumeau venait, donc il voulait voir par lui-même. Jin lui demande comment il a su alors qu'il n'a parlé de Yuru qu'à Asa et au chef du clan, et Azuma commence à sembler un peu suspect, mais il invente juste une excuse et dit qu'il a entendu la nouvelle par hasard. Quelques instants plus tard, Asa sort, et elle est vraiment heureuse de revoir Yuru, alors elle demande si ce serait étrange qu'elle lui fasse un câlin, et Yuru la rabrouille immédiatement parce qu'il ne sait encore presque rien d'elle. Il dit qu'il est venu parce qu'il a quelques questions à poser à Asa, et Asa dit qu'elle est prête à répondre à tout. Mais avant cela, Yuru dit qu'il devrait probablement s'occuper d'abord de la blessure de Jin. Azuma intervient et suggère que puisque Jin est blessé, il pourrait peut-être faire visiter le manoir à Yuru à sa place. Mais Jin l'interrompt et lui dit que Yuru est son invité, donc Azuma n'a rien à voir avec cela. Azuma comprend le message et décide de laisser Yuru tranquille, et alors qu'il s'éloigne, Jin demande à quelqu'un de monter la garde près de la porte et dit à Yuru de rester près de lui à l'intérieur du manoir au cas où. Une fois à l'intérieur, ils emmènent Jin à l'infirmerie pour qu'il puisse recevoir des soins appropriés pour sa cheville, et le docteur a du mal à croire qu'il ait eu la cheville tranchée par une machette. Après que Jin a été soigné, il se souvient du sang qu'il transporte et le rend au docteur. En parlant du sang, Yuru pense que c'est méprisable de couper Asa juste pour lui tendre un piège avec son sang. Mais Asa explique que c'était en fait son idée d'utiliser son sang, et avec la technologie moderne, une prise de sang est facile et presque indolore. Asa mentionne également que les Kagamore la nourrissent énormément, donc perdre un peu de sang ne l'affectera pas du tout. Yuru a encore du mal à comprendre tout cela. Mais alors Asa lui demande si c'est le bon moment pour redemander un câlin, et Yuru refuse à nouveau. En parlant de câlin, il demande pourquoi Asa est si grande alors qu'elle est censée avoir le même âge que lui, et Asa explique que la nourriture ici est vraiment nutritive, donc s'il en mange pendant un moment, il est sûr d'avoir aussi une poussée de croissance, et Yuru admet qu'il aime vraiment le riz qu'ils ont ici. Mais ce n'est pas le sujet, il est venu pour poser des questions, alors il s'approche d'Asa et lui demande où sont leurs parents car il veut les voir. Cependant, Asa lui dit que leurs parents ne sont pas là et qu'elle n'a aucune idée d'où ils sont. C'est une longue histoire, alors Asa demande à Jin de mettre Yuru au courant de tous les détails. Jin explique qu'il s'est passé beaucoup de choses après que les parents d'Asa et Yuru aient fui le village. Finalement, ils se sont installés dans leur nouvelle vie ici, et à un moment donné, ils ont décidé de visiter la ville natale de la mère de Yuru. Yuru se souvient que sa mère lui avait mentionné qu'elle vivait autrefois en bas de la montagne, et elle avait dit qu'elle l'emmènerait un jour. Jin l'informe que la maison de sa mère s'appelle Okinawa, et c'est une île dans l'extrême sud, donc le seul moyen d'y aller est par bateau ou par avion. Pour autant que les habitants de sa région sachent, elle avait disparu dans les montagnes alors qu'elle faisait de la randonnée et n'était jamais revenue, donc ils pensaient tous qu'elle était morte. La mère de Yuru voulait leur faire savoir qu'elle allait bien, alors elle et le père d'Asa et Yuru ont confié Asa aux soins des Kagamore et ont pris un avion pour lui rendre visite. Cependant, lorsque l'avion a atterri, ils avaient disparu. Yuru demande comment c'est possible, mais ils ne sont pas sûrs car quand l'avion a décollé, ils étaient bien à bord, donc ils ont dû disparaître pendant le vol. Ils avaient un garde maniant un démon avec eux pour les protéger, mais lui aussi a disparu. Yuru pense que le garde pourrait être impliqué, et Jin ne nie pas cette possibilité,
mais ils n'ont aucun moyen de le savoir pour l'instant. Yuru crie après Asa et lui demande comment elle a pu s'allier avec des gens qui ont permis la disparition de leurs parents. Mais elle fait toujours entièrement confiance aux Kagamore car après avoir quitté le village, ils étaient constamment la cible d'assassins, donc si les Kagamore ne les avaient pas recueillis, ils seraient probablement morts il y a longtemps. Pendant que tout cela se passe, un groupe inconnu se prépare à attaquer le domaine Kagamore, et ils pensent que c'est l'occasion parfaite car non seulement les deux jumeaux sont présents, mais Gabi et Jin sont tous deux blessés, donc ils ne pourront pas riposter. Ils hésitent encore un peu car les démons de Yuru sont assez forts et Asa est assez puissante en elle-même. Mais ses pouvoirs devraient être plus faibles la nuit, alors ils décident de lancer leur attaque. Soudain, gauche et droite sentent quelque chose approcher, alors ils regardent par la fenêtre et voient deux démons du groupe de Yoon et compagnie foncer sur eux. Pendant ce temps, Gabi dort toujours profondément, alors Tête essaie de la réveiller car il y a un danger à proximité. Gabi finit par se lever, et c'est là qu'elle remarque ces deux démons à l'apparence d'expérience interdite devant sa porte. Mais elle n'est pas inquiète car avec Tête, s'occuper d'eux devrait être un jeu d'enfant. Quant à Yuru et les autres, ils courent actuellement à travers le bâtiment pour essayer d'échapper aux démons, et Yuru est en colère car il pense que Jin l'a attiré dans un piège. Mais Jin lui dit que ces démons n'appartiennent pas au clan Kagamore, dont des intrus ont dû franchir la barrière. Si c'est le cas, alors il demande s'il est permis de détruire les démons. Jin dit qu'idéalement, il veut capturer leur maître car les démons ne font qu'obéir aux ordres, et les capturer spécifiquement parce que si un maître de démon est tué avant que le démon ne soit transféré à un nouveau maître, le démon deviendra essentiellement un fantôme et disparaîtra dans quelques décennies. Yuru comprend, alors il promet d'essayer de ne pas tuer le maître quand il le trouvera. Mais pour l'instant, il demande à Jin s'il a un arc et des flèches ici qu'il pourrait utiliser. Alors Jin demande à Makoto de recracher quelque chose pour Yuru. Mais Yuru n'a jamais vu des arcs comme ceux-ci auparavant, donc il n'est pas sûr de pouvoir les utiliser, mais il va quand même essayer. Yuru tire une flèche sur le démon, mais il la rate complètement parce que l'arc n'est pas correctement réglé. Pendant ce temps, Jin appelle Gabi pour voir si elle va bien, et elle lui dit qu'elle a été attaquée, mais que ce n'est pas grave. Plus important encore, elle se demande comment ces types ont réussi à entrer dans le manoir, car cet endroit est protégé par une barrière. Mais de toute façon, ils vont devoir arrêter les attaquants s'ils veulent obtenir des réponses. Alors, elle demande à Jin si elle a la permission de tuer, et il lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ainsi, Gabi arrache la tête d'un des démons pendant que son partenaire essayait de le sauver, et peu après, elle élimine également le second. Pendant ce temps, Jin et les autres courent toujours dans les couloirs, et comme Gabi semble se débrouiller seule, Asa dit qu'elle va essayer d'arrêter ces deux-là avec son pouvoir, mais elle s'excuse par avance auprès de Jin car elle risque de détruire une bonne partie du manoir. Jin lui dit que ce n'est pas grave et qu'il la couvrira si elle a des problèmes avec le maître. Alors, Asa se prépare et demande à Yuru de l'aider à créer une diversion pour qu'elle puisse attaquer. Cependant, avant qu'Asa ne puisse utiliser son pouvoir, les deux démons fusionnent et activent leurs capacités, piégeant Yuru et Asa dans deux pièces séparées, l'une blanche, l'une noire. Pendant ce temps, de retour dans le monde réel, les autres sont choqués par la disparition soudaine d'Asa et Yuru, mais ils comprennent que le démon y est pour quelque chose. Le démon tente immédiatement de s'enfuir, mais Haru avait déjà prévu cela, alors il laisse tomber sa tortue directement sur lui, le clouant au sol pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Il n'est pas sûr de ce qui vient de se passer, mais si cette chose a le pouvoir de faire disparaître les gens, il est possible qu'elle ait quelque chose à voir avec la disparition des parents d'Asa. Jin est d'accord avec Haru, alors il lui dit qu'il est libre d'utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir cette chose en place. Mais Haru mentionne qu'il y a encore beaucoup de démons ennemis autour, et que gauche et droite ont également disparu, donc c'est à Jin de s'en occuper, même s'il est blessé. Pendant ce temps, Asa se retrouve toujours piégée dans l'obscurité totale, et elle essaie d'appeler pour voir si quelqu'un d'autre est là, mais il semble qu'elle soit complètement seule. Elle commence à paniquer car cela lui rappelle comment elle était maintenue isolée dans le village. Cependant, avant qu'elle ne fasse une crise de nerfs, Droite prend la parole et lui dit qu'elle n'est pas la seule ici. Droite est surpris par l'obscurité ici car même lui ne voit rien, mais il peut encore se repérer par l'odorat, et d'après ce qu'il perçoit, Asa a une odeur de peur. Il lui demande si elle a peur du noir ou quelque chose comme ça, et Asa admet qu'elle déteste être seule dans des endroits sombres. Alors, Droite lui tapote la tête et lui assure qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur car elle n'est pas seule. Cela fait beaucoup de bien à Asa, mais elle est toujours très inquiète pour Yuru, alors elle demande à Droite si Yuru est quelque part ici aussi. Droite lui dit qu'il ne sent personne d'autre dans cette zone, donc ils sont probablement les seuls ici, mais il ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter car Gauche devrait être avec Yuru. D'ailleurs, il est venu du côté d'Asa spécifiquement parce qu'il voulait lui parler. Asa est surprise de l'entendre dire cela, mais Droite lui rappelle le moment où ils se sont rencontrés pour la première fois au village. Elle a essayé d'utiliser son pouvoir sur lui, mais il l'a arrêté, et depuis qu'il est venu dans ce manoir, elle ne lui a pas adressé un seul mot. Donc, il est sûr qu'elle a dû réaliser qu'il est son ennemi naturel. Asa admet qu'elle a réalisé, et elle se souvient avoir entendu ses parents mentionner que gauche et droite ont la capacité d'arrêter la rupture et d'empêcher les pouvoirs de devenir incontrôlables. Donc, cela signifie que si Yuru acquiert un jour le pouvoir du sceau, alors gauche deviendra également son ennemi naturel. Pendant ce temps, gauche vient de tomber du ciel et atterrit juste à côté de Yuru, ce qui le surprend un peu. Il lui demande si elle a une idée de ce qu'est cet endroit,
Mais Gauche n'en a aucune idée car, de toutes ces années, elle n'a jamais rien vécu de tel. D'après ce que Yuru peut dire, même si la pièce entièrement blanche rend la perception difficile, il y a un sol solide ici, et alors que Gauche volait plus tôt, elle a heurté un plafond. Donc, on dirait qu'ils sont enfermés de tous côtés par une barrière. Yuru lui demande si elle sent des ennemis ici, mais Gauche dit qu'ils sont les seuls présents pour le moment, donc il n'y a pas de danger immédiat. Dans ce cas, Yuru demande à Gauche si elle peut l'aider à régler sa visée avec l'arc pendant qu'ils sont ici. Gauche n'y voit pas de problème, mais elle lui demande s'il est sûr de vouloir faire cela maintenant. Yuru dit qu'ils n'ont rien d'autre à faire qu'attendre, alors autant utiliser ce temps à bon escient. Gauche lui demande si la situation confuse ne lui fait pas peur, mais depuis que le village a été attaqué, littéralement tout a été confus pour Yuru, alors il s'y est simplement habitué maintenant. Yuru recule de quelques pas et demande à Gauche de tendre sa machette pour qu'il puisse l'utiliser comme cible d'entraînement. Mais alors que Yuru tire sa première flèche, il touche Gauche en plein front. Yuru lui demande pourquoi elle n'a pas au moins essayé d'esquiver la flèche si elle pouvait voir qu'elle allait la toucher, mais Gauche dit qu'elle n'a pas pensé que ce serait un problème puisque son corps est aussi dur que la pierre. Yuru comprend cela, mais il se sent quand même mal d'avoir touché Gauche, alors il essaie de régler sa visée le plus rapidement possible. Gauche lui demande s'il n'est pas inquiet pour Asa, mais Yuru dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car, s'il s'agit d'une barrière, elle devrait pouvoir utiliser son pouvoir de rupture pour sortir d'un moment à l'autre. Pendant ce temps, à l'extérieur, Asa vient de briser son chemin hors de la barrière du démon, et elle procède ensuite à briser le contrat du démon avec son maître avant de s'enregistrer comme la nouvelle maîtresse du démon. Les démons semblent parfaitement satisfaits du nouvel arrangement, alors ils acceptent Asa comme leur nouvelle maîtresse. Asa leur demande alors s'ils ont par hasard aussi avalé Yuru, et lorsque les démons confirment, elle leur dit de le recracher immédiatement. Une fois Yuru et Gauche libérés, ils ciblent immédiatement les démons, mais Asa leur dit d'arrêter car ils ne sont plus des ennemis. Yuru demande une explication claire, alors Asa et Haru expliquent qu'elle a déjà formé un contrat avec le démon, et puisque celui-ci a le pouvoir de faire disparaître les gens, son ancien maître pourrait savoir quelque chose sur leurs parents. Cela suffit à Yuru. Alors il demande comment ils vont trouver le type, et Asa demande simplement au démon de dénoncer son ancien maître pour elle. Le démon accepte volontiers et montre du doigt le type caché derrière ce mur. Alors qu'Asa a du mal à le repérer parce qu'il fait noir là-bas, Yuru ne perd pas de temps et lui plante une flèche dans l'épaule. Pendant ce temps, de l'autre côté du manoir, Jin est occupé à s'occuper du reste des intrus, et jusqu'à présent, il n'a pas eu beaucoup de difficultés car tous ces types ont été de parfaits faibles. Ils retrouvent bientôt Gabi, et ils ont tous les deux à peu près fini avec les personnes qu'ils ont rencontrées jusqu'à présent. Mais soudain, un type qui se cachait à proximité est touché par une flèche, et maintenant qu'ils l'ont vu, Jin s'apprête à l'achever. Cependant, comme le type est désarmé et a déjà perdu ses démons, il décide plutôt de le capturer vivant. Pendant ce temps, Yuru est assis sur le toit en attendant sa prochaine victime, et pendant une seconde, il aperçoit quelque chose dans les buissons là-bas. Mais il ne voit aucun mouvement maintenant, alors il décide de passer à autre chose. Il s'avère qu'il y avait vraiment quelqu'un caché dans les buissons, et ce type est au-dessus du lot. Mais même lui pouvait dire que s'il essayait d'affronter Yuru directement, il serait abattu avant d'avoir la moindre chance de riposter, alors il abandonne et rentre chez lui pour la journée. Un autre membre de l'équipe d'intrus réalise que cette bataille est perdue d'avance, alors il tente de s'enfuir par la porte d'entrée. Mais malheureusement pour lui, la porte était gardée, et avant qu'il ne sache ce qu'il a frappé, il est mis KO. Au matin, toute la bataille est terminée, et Jin va voir Yuru pour s'excuser de l'avoir entraîné dans ce pétrin. Quelques instants plus tard, Gabi sort également, elle est toujours contrariée que Yuru lui ait tiré des flèches, alors elle se met à lui crier dessus. Yuru a peut-être laissé Gabi partir la dernière fois, mais il ne lui a toujours pas pardonné d'avoir tué toutes ces personnes au village, et ils sont sur le point de se battre. Mais Asa s'interpose entre eux et leur demande de se calmer. Elle dit à Gabi de ne pas antagoniser Yuru car il a beaucoup aidé à arrêter les intrus, et Gabi peut clairement le voir, alors elle décide de le laisser tranquille pour l'instant. Passons à des questions plus pressantes. Ils doivent encore obtenir le maximum d'informations de ces types, alors ils commencent à poser des questions. D'abord, il s'approche du type que Yuru a touché à l'épaule et lui demande pourquoi il a attaqué. Il explique qu'on lui a simplement offert beaucoup d'argent pour capturer les jumeaux, et à part cela, il ne sait rien d'autre sur la mission. Les autres ne pensent pas que le type soit honnête, alors Haru intensifie un peu les tactiques d'interrogatoire et place sa tortue sur les genoux du type, ce qui fait très mal. Le type jure qu'il ne sait vraiment rien de la mission car c'est un travail unique, et la personne qu'il a recruté était juste un type barbu avec une veste de camouflage, et il n'avait jamais rencontré personne d'autre de cette équipe avant aujourd'hui. Malheureusement, le type dont il parle est déjà mort, donc ils n'ont aucun moyen de l'interroger. Jin demande alors s'il sait quelque chose concernant un couple marié du village de Higashi qui a disparu, mais le type n'a jamais rien entendu de tel, et il n'était pas non plus impliqué dans ce qui s'est passé, ce qui laisse Yuru avec très peu de pistes. Haru demande s'il y a d'autres questions qu'ils aimeraient lui poser, et Asa dit qu'elle veut savoir comment le type a nommé ses démons pour pouvoir s'adresser à eux correctement. Cependant, le type dit qu'il n'a jamais vraiment pensé à leur donner des noms, donc il les appelait toujours 2, C et machin. Asa est scandalisée en entendant cela car tous les démons méritent d'avoir de vrais noms, et maintenant elle comprend pourquoi ils étaient si désireux de le trahir.
Mais le type ne comprend pas en quoi c'est important puisqu'il considère les démons comme des outils, donc il n'a aucune raison de s'attacher. L'entendre dire cela énerve vraiment Gabi, alors elle s'apprête à mordre la tête du type, mais Jin lui dit de ne pas le faire car il ne mérite pas de mourir pour une simple déclaration. Elle finit par accepter de le laisser tranquille, et alors qu'elle s'éloigne, le type est absolument terrifié maintenant. Le reste des captifs ne veut pas que la même chose leur arrive, alors ils disent tous qu'ils parleront. Mais ils n'ont pas vraiment beaucoup d'informations à donner car on ne leur a pas dit grand-chose, donc c'est une impasse. Pendant ce temps, Asa commence à essayer de trouver de vrais noms pour les démons, et il semble vraiment l'apprécier. Mais elle leur dit de ne pas trop s'attacher car elle ne sera que leur maîtresse temporairement. Cela dit, elle les trouve vraiment mignons. Yuru demande à Asa si cela a été comme ça depuis qu'elle a quitté le village, avec elle constamment attaquée par des assassins, et c'est à peu près ce qui lui est arrivé, donc Yuru peut comprendre pourquoi Asa est devenue comme elle est. Il demande également si c'est ainsi qu'elle a perdu son œil, et Asa lui dit que s'il veut connaître toute l'histoire, la vérité est qu'elle est déjà morte une fois, et que ceux qui l'ont tuée étaient des assassins du village de Higashi. La première fois que Yuru a ressenti une véritable intention de tuer, c'était quand il était beaucoup plus jeune. Il chassait avec son père lorsque, soudainement, il fut attaqué par un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Au début, il pensait que c'était un bandit, mais lorsqu'il regarda dans les yeux de l'homme, ce n'était pas le regard de quelqu'un qui faisait cela pour l'argent. Son seul objectif était de faire en sorte que Yuru meure ce jour-là. La peur qu'il ressentait était si accablante qu'il ne savait pas quoi faire, alors le mieux qu'il put faire fut de planter son couteau dans la poitrine de l'homme, mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Heureusement, cela acheta à Yuru assez de temps pour que son père tire une flèche dans la tête de l'assaillant, et c'est ce qui le tua. Après que l'assaillant eut été maîtrisé, le père de Yuru courut vers Yuru pour prendre de ses nouvelles, et, à son soulagement, Yuru était complètement indemne. Mais cela restait une expérience angoissante pour lui, alors son père décida d'utiliser cela comme leçon et dit à Yuru qu'il devait se souvenir de ce que cette intention de tuer avait été, car il pourrait finir par avoir beaucoup plus de gens qui le poursuivraient de la même manière, et si quelqu'un dirigeait un jour son intention de tuer vers lui, il voulait que Yuru frappe sans hésitation. Pour l'instant, ils récupèrent leurs armes sur le corps et s'en débarrassent en le jetant du haut d'une falaise, mais Yuru est encore visiblement secoué, alors son père décide de passer la nuit à camper dans les montagnes avec Yuru avant de retourner au village demain. Pendant le camping, le père de Yuru lui dit de ne parler à personne de l'attaque qu'il a subie ici. Yuru est surpris d'entendre cela et ne comprend pas pourquoi, car il y a une chance que le reste du village soit également attaqué, mais le père de Yuru lui assure que le village ne sera pas attaqué. Il ne veut pas expliquer pourquoi, mais il demande simplement à Yuru de garder cela secret pour les autres. Le lendemain, Yuru et Mime retournèrent ensemble au village, et tous les villageois furent heureux de les voir enfin revenir car ils commençaient à s'inquiéter après qu'ils ne soient pas rentrés la veille. Yuru invente une excuse et leur dit qu'il a simplement poursuivi sa proie trop loin dans les bois la nuit dernière, alors avant qu'ils ne s'en rendent compte, il était déjà trop tard pour rentrer, et ils ont passé la nuit dans la forêt. Ils ont encore du mal à le croire, mais l'explication est parfaitement plausible, alors ils le croient. Mime et Yuru avancent plus loin dans le village jusqu'à croiser grand-mère Yamaha, et Mime lui raconte la même histoire pour expliquer pourquoi lui et Yuru ne sont pas rentrés la veille. Elle a l'air très suspicieuse, mais Mime ne lui laisse pas le temps de trop la questionner et demande si sa femme est avec Asa car il aimerait aller la voir. À l'intérieur de la maison, Nagasa était avec Asa, et Nagasa est soulagée quand elle voit Yuru et Mime car elle aussi commençait à s'inquiéter qu'ils ne soient pas rentrés la nuit dernière. Asa était également inquiète, alors il s'excuse auprès d'elle pour le dérangement, et quand Asa demande si l'un d'eux est blessé, Yuru lui assure qu'ils vont parfaitement bien. Il s'assoit ensuite pour raconter à Asa toute sa journée. Et pendant ce temps, Mime murmure à l'oreille de Nagasa pour lui parler de l'attaque. Quand elle entend ce qui s'est passé, elle écarquille les yeux car elle sait ce que cela signifie. Peu après, les parents de Yuru s'enfuirent du village, et on lui fit croire qu'il avait abandonné, lui et Asa, en fuyant, mais il s'avère qu'il fut le seul à être laissé derrière, et l'Asa avec qui il a passé les 10 dernières années de sa vie était une imposture. Ou du moins, c'est ce qu'Asa lui a dit jusqu'à présent, mais elle ne peut pas garantir que tout soit vrai. Puis Asa continue en lui racontant qu'elle a été tuée une fois par un assassin du village de Higashi. Après avoir fui le village de Higashi, les Kagamore les ont recueillis, et les choses semblaient s'être un peu calmées, mais ensuite les parents d'Asa ont disparu, puis l'année dernière, quand elle a eu 15 ans, elle a été kidnappée par 2 assassins de Higashi et est morte une fois, ce qui lui a permis d'éveiller le pouvoir de briser, Break. Après sa mort, elle s'est retrouvée dans un espace d'obscurité totale avec une route squelettique menant au démon là-bas. Au début, Asa était très confuse par tout ce qui se passait, car la dernière chose dont elle se souvient, c'est de s'être fait trancher la gorge par ces assassins de Higashi, et le démon l'informe qu'elle est morte des suites de ses blessures. En entendant cela, Asa demande si cela signifie que c'est l'enfer, mais le démon lui dit que non. C'est un espace qui existe juste avant le royaume des ombres, une sorte de frontière entre la vie et la mort. Asa est plutôt choquée que la légende soit vraiment vraie car elle mentionne que les jumeaux voyagent jusqu'au royaume des ombres pour obtenir les pouvoirs d'un démon, mais le démon dit que cette dernière partie est une erreur de traduction car elle n'atteindra jamais complètement le royaume des ombres. Même ainsi, cela signifie quand même que les habitants de Higashi ont intentionnellement essayé de la tuer, et le démon dit que c'est probablement parce qu'elle ne peut obtenir le pouvoir de briser que si elle meurt. Maintenant, elle a 2 choix.
Elle peut accepter le pouvoir de briser et être ranimée, ou choisir de rester morte. Si c'est le cas, tout ce qu'elle a à faire est de quitter le chemin et de tomber dans le royaume des ombres. Cependant, si elle choisit d'accepter le pouvoir de briser, elle pourra briser n'importe quoi, comme la tête d'un commandant ennemi ou des barrières invisibles. Avec ce genre de pouvoir, elle pourrait même devenir une héroïne, mais cela n'est pas sans inconvénient. Parce qu'à partir du jour où elle éveille le pouvoir, elle sera entourée de gens qui souhaitent utiliser son pouvoir pour leurs propres objectifs égoïstes. Ainsi, elle pourrait finir par vivre un enfer sur Terre sans échappatoire. Mais Asa dit que sa vie ne pourrait guère devenir pire qu'elle ne l'est déjà. Sa mère et son père ont déjà été kidnappés à cause d'elle, et si elle n'était pas née, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais en disant cela, elle réalise que Yuru est dans le même bateau qu'elle, alors elle demande au démon ce qui lui est arrivé. Le démon lui dit qu'il ne sait pas où est Yuru ni comment il va, car il va aller à l'endroit où se trouve le pouvoir du sceau, Sil, pas ici. Asa ne supporte pas l'idée de mourir sans savoir si Yuru est en sécurité ou non, surtout qu'il va avoir des assassins à ses trousses, tout comme ils l'ont fait avec elle à un moment donné, alors elle ne peut pas encore se laisser mourir. Elle choisit d'accepter le pouvoir de briser, et de retour dans le monde réel, nous voyons Asa tenue captive dans une pièce sombre et vide par les assassins du village de Higashi. Ils venaient de trancher la gorge d'Asa et attendaient qu'elle ressuscite selon la légende, mais cela a fait un certain temps, et ils commencent à craindre d'avoir raté le rituel. Ils sont sûrs qu'elle est la bonne petite fille car ils se souviennent l'avoir vue enfermée dans cette cage sombre quand elle était encore au village, mais si elle n'a pas encore ressuscité, alors cela doit signifier qu'ils ont mal fait quelque chose. Ils commencent à paniquer d'abord, mais ensuite ils se souviennent qu'ils ont encore Yuru, et il a été complètement lavé par le village de Higashi, donc il fera tout ce qu'ils lui diront tant qu'ils utilisent cette fausse Asa pour le forcer. Mais juste au moment où ils disent cela, Asa reprend conscience, et elle n'apprécie guère que ces deux-là parlent d'utiliser son frère de cette manière. Alors elle active le pouvoir de briser pour se libérer des cordes autour de ses poignets, et dès que ses mains sont libres, elle brise les deux assassins d'un seul coup de poing. Pendant ce temps, dehors, Gabi cherchait Asa partout dans la ruelle, et quand elle trouva enfin le bâtiment où elle était détenue, tout ce qu'elle vit fut Asa assise seule sur sa chaise avec deux corps au sol. Après ce jour, elle a tué bien plus de personnes qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, et elle s'excuse auprès de Yuru car, après ce qu'elle a fait, elle n'est probablement plus la petite sœur innocente dont il se souvient. Pendant qu'Asa et Yuru continuent de parler, Gabi retourne dans sa chambre pour chercher ce qu'il reste de ces deux démons qu'elle a tués, et après avoir trouvé leur reste, elle leur offre une sépulture convenable dans le jardin pour leur rendre hommage. Au même moment, les autres membres du clan nettoient les taches de sang de la bataille. Mais soudain, on frappe à la porte d'entrée, et quand ils ouvrent pour voir qui c'est, ils trouvent Dora qui les attend. Il s'excuse joyeusement d'être venu si tôt le matin, se présente et dit qu'il est venu chercher Yuru. Ils appellent immédiatement Jin et l'informent qu'un membre du clan Tadra est là car ils ne savent pas comment réagir à la situation. Jin est aussi surpris qu'eux. Mais Yuru s'attendait un peu à ce que Dora vienne le chercher tôt ou tard car il a été absent toute la nuit et ne l'a même pas prévenu avant de partir. Jusqu'à présent, Asa lui a dit qu'elle faisait entièrement confiance au clan Kagamore, mais Jin a également dit que le clan Kagamore était une vraie plaie dans le dos, et il a aussi des liens avec le village de Higashi, qui lui a menti pendant des années et a tenté de tuer Asa. Il ne sait pas qui faire confiance dans cette situation, alors il décide qu'il serait préférable d'entendre les deux parties en même temps. Ainsi, il demande à Jin si Dora peut venir à la porte principale pour qu'ils puissent tous parler ensemble. Jin dit aux gardes d'emmener Dora à la porte principale et leur ordonne de ne pas l'attaquer quoi qu'il arrive, même s'il est un Tadra. Le groupe se dirige ensuite vers l'entrée principale pour rencontrer Dora, mais en chemin il croise Azuma, et il voit que le manoir est assez endommagé, alors il se demande comment c'est arrivé. Jin explique que plusieurs porteurs de démons ont fait irruption dans le manoir la nuit dernière pour tenter d'enlever Asa et Yuru, et compte tenu du bruit qu'ils ont fait, Jin trouve étrange qu'Azuma ne soit pas venu aider du tout. Il lui demande ce qu'il faisait, et Azuma dit qu'il dormait simplement. Mais Jin a encore plus de mal à le croire car il est impossible qu'Azuma n'ait pas entendu tout ce vacarme avec son ouïe excellente. Un peu plus tard, Agar sort de sa chambre, et lui aussi est surpris par toute cette destruction. Mais dans son cas, Jin comprend pourquoi il n'est pas venu aider, car il était probablement évanoui à cause des nuits blanches qu'il a tirées pour respecter les délais. Il demande ce qui s'est passé et on l'informe qu'ils ont été attaqués par des porteurs de démons qui en voulaient aux jumeaux. En entendant cela, il demande immédiatement si Asa va bien, alors Asa lui dit qu'elle va parfaitement bien, et qu'il en va de même pour Yuru. Agar est ravi d'avoir enfin la chance de rencontrer le deuxième jumeau, mais juste au moment où il se présente à Yuru, il voit gauche et droite le fixer, et il est absolument terrifié car ils ont l'air très effrayants. Ils arrivent finalement devant le manoir, et quelques instants plus tard, la voiture du patron s'arrête car il est enfin de retour. Mais à la surprise de tous, il voit Dora descendre de la voiture avec lui. Dora explique qu'il est tombé sur le patron des Kagamore à la porte principale, alors il lui a proposé de le raccompagner puisqu'il est le tuteur de Yuru. Gonzo s'approche de Yuru pour le saluer, et pendant ce temps, Jin regarde Dora de travers car le clan Tadra est réputé pour ne jamais se montrer dans l'exercice de leur fonction de liaison avec le village de Higashi, alors il ne comprend pas pourquoi Dora agit si naturellement en entrant en territoire ennemi. Gauche et droite sont aussi assez perplexes, alors il demande à Yuru s'il pense que les Kagamore et Dora travaillent ensemble. Mais Yuru ne pense pas que ce soit le cas,
car il peut sentir que Gonzo et Jin veulent tous deux sincèrement tuer Dora sur le moment mais se retiennent. Néanmoins, leur relation n'a pas vraiment d'importance pour l'instant, alors Yuru va droit au but et demande à Dora pourquoi il ne lui a pas dit qu'il peut obtenir le pouvoir du sceau s'il meurt, comme Asa l'a fait, et il a la même question pour gauche et droite car il devait être au courant aussi et ne lui ont rien dit. Dora admet qu'il a intentionnellement caché cette information à Yuru, mais c'est parce qu'il est un frère attentionné et bienveillant. Si quelqu'un utilisait Asa comme appât pour le faire chanter, sachant qu'il pourrait obtenir un pouvoir en mourant, Yuru n'hésiterait probablement pas à se tuer, et savoir qu'on peut mourir une fois et s'en sortir rend beaucoup plus facile l'imprudence. Gauche et droite sont d'accord avec Dora et ajoutent également qu'il n'y a aucune garantie qu'il puisse revenir à la vie non plus, car ils se souviennent que parmi la paire de jumeaux nés il y a 400 ans, l'un d'eux est mort et n'a pas réussi à revivre, donc il est possible que la même chose arrive à Yuru. Cette révélation a rendu tout le monde assez tendu. Alors pour détendre un peu l'atmosphère, Gonzo invite tout le monde à l'intérieur pour le petit déjeuner et promet même de ne pas empoisonner la nourriture de Dora pendant qu'il est là, alors Dora accepte la proposition. Cependant, lorsqu'ils entrent dans le manoir, Gonzo réalise que le hall principal est dans un désordre absolu. Alors Hikaru lui demande s'il souhaite qu'il le répare, et Gonzo l'implore de le faire. Hikaru s'avance alors, et après avoir pris un moment pour réfléchir à ce qu'il doit faire pour tout réparer, il active les pouvoirs de son démon. D'un geste de la main, il efface toutes les parties endommagées du bâtiment. Puis, d'un autre geste, il reconstruit les nattes et les murs, le tout en quelques secondes. Dora et Yuru en sont émerveillés, car ils n'ont jamais rien vu de tel. Hikaru explique alors que ces démons s'appellent Whiteout et Ink. Quand il veut réparer quelque chose, il utilise le pouvoir de Whiteout pour dessiner par-dessus, puis il utilise le pouvoir d'Ink pour remplir les détails. C'est un pouvoir impressionnant, mais qui demande beaucoup d'imagination et de visualisation. Hikaru ne peut utiliser son pouvoir efficacement que grâce à la créativité que lui confère son métier de mangaka. Mais Yuru ne sait absolument pas ce qu'est un mangaka ou même un manga. Il sait que la famille Kagamore est impliquée dans beaucoup de choses brutales, et cela causerait beaucoup de controverses si les gens découvraient qu'il fait partie de la famille, alors il utilise le nom de Plumagure pour éviter d'être annulé. Maintenant qu'Hikaru mentionne son nom de Plume, Dora réalise qu'il a vu ce nom crédité dans un tas de films en tant que créateur original. Donc, on dirait que le manga d'Hikaru doit être assez populaire, mais Dora n'avait aucune idée qu'il serait un Kagamore. Hikaru explique qu'il est le fils aîné de Gonzo. Azuma est le second, et Jin est le plus jeune, mais c'est une énorme surprise, car Jin semble bien plus âgé que les autres. Azuma ajoute qu'Hikaru est destiné à devenir le prochain chef du clan, donc ils auraient tous intérêt à cultiver une amitié avec lui, mais Hikaru n'aime pas l'idée d'être mis à la tête de ce clan louche, car contrairement à Azuma et Jin, il a encore un semblant de morale, et il ne veut pas être mêlé à ce qu'il trame en ce moment. Dora remarque que certains des endroits réparés par Hikaru sont assez monochromes, alors il lui demande si ça va aller. Hikaru lui dit de ne pas s'inquiéter, car les couleurs naturelles s'y infuseront avec le temps, donc tout redeviendra normal. Mais maintenant qu'il les regarde de plus près, il réalise qu'il a raté la reconstruction parce qu'il a oublié d'ajouter de l'usure aux nouvelles parties du bâtiment pour les rendre aussi naturelles que possible, et il veut tout recommencer. Mais Gonzo lui dit d'attendre d'avoir fini le petit déjeuner d'abord. Quelques minutes plus tard, les servants du manoir sortent pour placer les coussins pour tout le monde. Gonzo dit à Yuru qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de l'étiquette ou des traditions ici, donc il peut s'asseoir où il veut. Un instant plus tard, quelques petits démons sortent en tenant d'autres coussins pour Yuru. Left et Right sont surpris qu'on leur donne aussi des sièges, même s'ils sont des démons, mais Gonzo répond qu'ils sont tous ses invités, et que tous les invités sont traités de manière égale. Une fois que tout le monde est installé, ils commencent tous à manger. Jin est le premier à briser le silence en demandant à Dora comment il a fait pour savoir que Yuru était ici, mais Dora répond que c'est un secret professionnel, donc il ne peut pas le dire. Jin mentionne alors le fait que le manoir a été attaqué par plusieurs porteurs de démons la nuit dernière, et il veut savoir si Dora en était l'auteur. Mais Dora nie toute implication. Après tout, il n'a aucune raison de vouloir les attaquer. Jin trouve cela difficile à croire, d'autant que les assassins ont attaqué immédiatement après l'arrivée du Yuru, et cela ne peut pas être une coïncidence. De plus, Jin a entendu des rumeurs selon lesquelles le clan Tadra est spécialisé dans le franchissement des barrières, donc il pense que Dora est celui qui les a aidés à passer la barrière du manoir. Dora précise qu'il n'est entraîné qu'à franchir les barrières du village de Higashi, et qu'il n'a vraiment rien à voir avec cette attaque. Il demande également à Asa si elle va bien ici. Asa lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle est bien nourrie ici, et plus important encore, le manoir est sûr, donc elle n'est pas attaquée par des assassins ici, même si la nuit dernière a été une exception. Il n'aime généralement pas laisser Asa sortir, car le risque que des assassins la poursuivent est élevé, mais pour les bilans médicaux, elle doit aller dans un hôpital ordinaire, ce qui la met en grand danger. En fait, c'est lors d'une de ses visites à l'hôpital qu'elle a été kidnappée par ces assassins du village de Higashi, et elle est toujours très en colère contre tout le stress que Higashi lui a infligé. Mais Dora lui dit de ne pas l'accuser, car ce n'est pas lui qui donne les ordres. Néanmoins, il présente ses excuses pour tout ce que les extrémistes du village de Higashi lui ont fait subir. Juste à ce moment-là, Dora se souvient de quelque chose qu'il voulait savoir. Alors il demande à Asa comment elle a géré la question du registre familial, car c'est compliqué de gérer une assurance sans registre. Mais Asa dit qu'elle n'en a pas. Sa mère était originaire d'ici, donc elle devait obtenir son registre éventuellement, mais ensuite ses parents ont été kidnappés.
Dora est choquée d'apprendre que les parents d'Asa et Yuru sont portés disparus, et il devine qu'Asa pense que le village de Higashi est derrière tout cela. Mais il n'a jamais entendu parler de la disparition de leurs parents, et il est sûr que la communauté du village de Higashi qu'il connaît ne ferait jamais une telle chose. Gonzo demande si Dora s'attend vraiment à ce qu'il le croie, mais Dora rétorque que, pour autant qu'il sache, cela aurait pu être certains extrémistes du clan Kagamore qui ont mené l'attaque, car il a entendu dire que tout le monde dans le clan Kagamore n'est pas d'accord avec Gonzo. Et d'ailleurs, Dora aimerait savoir ce que Gonzo veut réellement faire des jumeaux. Gonzo explique qu'il croit sincèrement que le monde se passerait mieux de leur pouvoir, car ils plongent toujours tout dans le chaos à chaque naissance des jumeaux. Il pense également qu'il serait préférable qu'Asa et Yuru soient la dernière paire de jumeaux, et pour cela, il serait préférable de se débarrasser du village de Higashi, car les jumeaux ne peuvent y naître qu'à cet endroit. Il considère que c'est un village misérable, prisonnier de valeurs dépassées, et puisque les Kagamore partagent leur sang, c'est leur responsabilité de les mettre au repos. Cependant, Azuma n'est apparemment pas d'accord avec l'opinion de son père, car il pense qu'il est de la responsabilité de ceux qui ont un grand pouvoir de gouverner le monde pacifiquement, sous supervision bien sûr. Dora demande s'il propose que ce soit les Kagamore qui prennent le contrôle de ce pouvoir, et c'est exactement ce qu'il veut dire. Il veut que le pouvoir de briser et de sceller continue d'exister, mais uniquement sous le contrôle d'une organisation appropriée. Tout cela est beaucoup à assimiler pour Yuru. Alors d'abord, il veut remercier Left et Right, car quand il leur a demandé s'il était un être maudit dont le monde se passerait mieux, ils ont immédiatement répondu non, et cela l'a rendu heureux, car cela lui a donné le sentiment qu'il était acceptable de continuer à vivre. Il finit ensuite sa nourriture et remercie les Kagamore pour le repas, avant de pointer Asa du doigt et de dire qu'il ne lui a toujours pas pardonné ce qu'elle a fait à son village. Mais elle a l'habitude de s'excuser pour tout, même pour les choses qui ne sont pas sa faute, alors il veut savoir qu'il la rend si honteuse d'elle-même qu'elle ressent le besoin de s'excuser pour tout. Il ne peut pas dire qu'il connaît toute l'histoire de la prophétie, mais il ne pense pas qu'il soit. Juste que les gens puissent dicter comment ils vivent leur vie simplement parce qu'ils sont les jumeaux destinés. Il veut donc être clair. Peu importe qui vient l'attaquer, il ne fuira ni ne se cachera, mais quand il les attrapera, il s'assurera de les presser pour obtenir toutes les informations qu'ils ont. Après que Yuru a dit cela, Asa se lève et lui crie dessus pour sa témérité. Elle dit qu'il ne peut pas survivre sans fuir ni se cacher, et la seule raison pour laquelle il peut dire cela maintenant, c'est qu'il n'a pas vécu ce que c'est que d'être traqué à chaque seconde de chaque jour, alors elle lui dit qu'il est trop risqué de choisir de riposter. Elle essaie de convaincre Left et Right de dissuader Yuru, mais ils semblent tous deux très enthousiastes à l'idée de pouvoir se battre tout le temps. Gonzo demande à Yuru si cela signifie que rejoindre le clan Kagamore n'est pas une option pour lui. Yuru répond immédiatement par la négative, car plutôt Gonzo a qualifié le village de Higashi d'endroit misérable, mais au final, c'était quand même sa maison, et il y avait beaucoup d'amis là-bas. Il comprend les idéaux de Gonzo, mais le comprendre n'est pas la même chose que les accepter. Personnellement, Yuru ne pourrait jamais se résoudre à se ranger du côté de quelqu'un qui a fait ça à son village. Il apprécie qu'ils aident à chercher ses parents, mais il veut faire les choses à sa manière, alors il dit qu'il travaillera avec Dora pour les retrouver lui-même. Dora aimerait sincèrement que Yuru se fasse discret pour le moment pour éviter d'attirer l'attention, mais s'il veut vraiment chercher ses parents, alors c'est le travail de Dora en tant que son tuteur de l'aider. Après cela, Dora dit qu'il est temps pour lui et Yuru de partir. Alors Asa remercie Yuru d'être venu et demande à Right et Dora de prendre soin de lui pour elle. Ils se dirigent ensemble vers la porte d'entrée, mais alors qu'ils atteignent le seuil, Asa dit qu'elle ne peut pas aller plus loin parce que c'est dangereux dehors, et elle craint que des assassins n'attaquent à tout moment. Yuru s'avance jusqu'au seuil, et d'après ce qu'Asa vient de dire, il comprend qu'elle est terrifiée à l'idée de sortir. Cela signifie que même si elle n'est plus dans le village, elle est toujours confinée dans une boîte, la seule différence étant que cette boîte est plus grande. Juste à ce moment-là, Asa dit qu'elle a quelque chose qu'elle voulait lui montrer. Alors elle sort une photo de leurs parents, et Yuru reste sans voix en revoyant leur visage après si longtemps, tout comme Left et Right. Ils ne comprennent pas comment il est possible de dessiner une image aussi détaillée sur un petit bloc, mais Asa leur explique que c'est une photo, pas un dessin. Pour démontrer, elle demande à Yuru de poser avec elle avant de prendre une photo ensemble. Yuru est émerveillée par le fait que les photos puissent capturer les moments si parfaitement, et Asa est juste heureuse d'avoir réussi à avoir une photo avec Yuru. Left et Right veulent aussi qu'on prenne leurs photos, mais malheureusement, Asa leur dit que les démons n'apparaissent pas sur les photos, car ils n'ont pas de corps matériel. Juste alors, Yuru demande à Asa s'il peut revoir la photo de leurs parents. Elle la lui tend donc, et il la regarde longuement et attentivement, car cela fait plus de 10 ans qu'il n'a pas vu leur visage. Asa lui dit qu'elle peut lui envoyer une copie chez lui s'il veut, et Yuru dit qu'il aimerait beaucoup cela. Alors Asa lui demande quelle est son adresse, mais Yuru vient seulement d'apprendre que le nom de la préfecture est Gintama, donc il n'a aucune idée de l'adresse réelle de l'appartement. Asa est déçue, car elle espérait vraiment obtenir l'adresse de Yuru pour pouvoir lui rendre visite plus tard. Elle demande alors à Dora s'il peut lui dire quelle est l'adresse, mais il dit qu'il ne peut pas révéler ce genre d'informations à quelqu'un qui travaille avec les Kagamore. Jin mentionne qu'il serait agréable d'avoir un moyen de contacter Yuru en cas d'imprévu concernant l'enquête sur la disparition de ses parents, mais Dora n'est pas à l'aise à l'idée de donner son numéro de téléphone. Alors à la place, Jin lui tend la carte de visite d'un bar, explique que c'est l'une des entreprises appartenant aux Kagamore. Donc si Dora s'y rend, il peut leur demander de le mettre en contact avec Jin.
Le groupe s'apprête maintenant à partir, mais juste avant, Asa dit à Yuru que leurs parents avaient l'intention de l'emmener aussi, mais que Mamie Yamaha les en a empêchés, alors ils n'ont pu attraper Kaza avant de s'enfuir. Entendre cela signifie tout pour Yuru, car cela signifie que ses parents ne l'ont vraiment pas abandonné, et c'est un énorme soulagement. Il dit que ces seuls mots ont rendu sa venue ici valable. Juste avant qu'il ne parte enfin, Asa court vers lui et lui fait un câlin, disant à Yuru de prendre soin de lui. Elle lui dit alors au revoir, et dès qu'elle part, Yuru tombe à genoux parce qu'il n'arrive pas à croire qu'il a baissé sa garde ainsi. Mais la façon dont Asa a posé sa main sur son dos a confirmé au moins une chose. Cette fille est bien sa sœur. Et il est frustré d'avoir été éloigné d'elle si longtemps. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Jin pense à suivre Yuru jusqu'à chez lui pour découvrir où il habite, mais Asa lui dit de ne pas le faire, car elle ne veut pas briser la confiance de Yuru. Cependant, bien que Jin accepte de ne pas le faire, Azuma a déjà envoyé un familier pour les surveiller. Alors que le groupe repart, Dora réalise que Yuru semble un peu contrarié après tout ce qu'il a appris, alors il décide d'essayer de lui remonter le moral en lui faisant visiter la ville pour qu'il puisse voir les merveilles du monde moderne. Il emmène Yuru faire des tours en bateau, en métro, et un derby où Dora finit par perdre beaucoup d'argent, mais Yuru finit par s'amuser énormément. Il dit à Dora qu'il a été vraiment impressionné par les chevaux qu'ils ont ici, et il demande s'ils peuvent en acheter un, mais Dora lui dit qu'ils n'ont pas ce genre d'argent. Il dit à Yuru qu'il peut demander tout ce qu'il veut d'autre, mais que des choses comme le bétail sont hors de question pour l'instant. Dans ce cas, Yuru dit qu'il pourrait utiliser de nouvelles flèches car il en manque, mais maintenant que Dora y pense, il ne sait pas où acheter des flèches par ici. Yuru lui dit qu'il peut fabriquer des flèches lui-même tant qu'il peut mettre la main sur quelques matériaux, et si les matériaux sont ce que Yuru recherche, alors Dora connaît l'endroit parfait. Il emmène Yuru dans un grand magasin, et Yuru, à gauche et à droite, est tout émerveillé par la vue de tant de choses au même endroit. Dora demande à Yuru de quel genre de matériaux il aura besoin pour fabriquer ses flèches, alors Yuru lui dit qu'il aura besoin de bambou à flèches, de fils, et d'un bon couteau. Pour l'empenne, il prévoit d'utiliser les plumes du faisan qu'il a vendu à Dora juste avant tout cela. Une fois qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, ils se dirigent vers la caisse, mais alors que la dame au comptoir enregistre leurs achats, elle remarque gauche et droite debout derrière Yuru, et elle est trop terrifiée pour dire quoi que ce soit, alors elle continue simplement d'enregistrer leurs articles et se montre aussi polie que possible. Après leur départ, elle dit à son supérieur qu'elle veut prendre une pause car elle commence à halluciner. Gauche et droite mentionnent à Yuru que la femme là-bas semble pouvoir les voir, mais elle n'a pas l'air d'être manipulatrice de démons, donc c'est probablement juste une personne qui a la capacité de voir les démons. Avant de partir, Dora suggère qu'il devrait choisir de nouveaux vêtements pour Yuru, et plus important encore, des sous-vêtements aussi. Yuru ne comprend pas vraiment ces histoires de sous-vêtements car son pagne fonctionne très bien, mais malheureusement, Dora ne sait pas où acheter des pagnes, donc Yuru va devoir prendre ceux-ci à la place. En parlant de sous-vêtements, cela rappelle quelque chose à Yuru, alors il dit à Dora que quand il partait chasser dans les montagnes, il lui arrivait de se faire attaquer par des bandits, et il les tuait et les enterrait toujours, mais il trouvait étrange que les bandits soient toujours si propres. Il n'avait sur eux aucune des saletés auxquelles on s'attendrait de la part de quelqu'un qui vit dans les montagnes, et en plus, Yuru se souvient que les bandits portaient aussi ce genre de sous-vêtements. Il ne peut que supposer qu'ils sont venus sur la montagne spécifiquement pour le tuer, mais Droite pense que c'est peut-être le village qui a envoyé ses assassins en faisant semblant qu'ils venaient d'en bas de la montagne. Après tout, ils perdraient leur crédibilité si Yuru découvrait un jour que les gens qui ont essayé de le tuer venaient du village. Cependant, si Yuru était amené à croire qu'un étranger l'a tué et qu'il a obtenu un sceau, il placerait toujours sa confiance dans le village. Yuru dit qu'ils ne savent pas avec certitude que les bandits ont été envoyés par le village de Higashi, mais il ne leur fait pas non plus confiance après tout ce qui s'est passé, donc il va continuer à enquêter. Dora informe Yuru qu'à part lui, il n'y a que quelques autres personnes qui savent comment traverser la barrière du village de Higashi, ce qui réduit considérablement les recherches. Gauche demande à Yuru s'il prévoit de les attaquer, et il confirme, disant qu'il veut prendre l'initiative de les traquer. Mais en parlant de chasse, Yuru mentionne qu'il y a actuellement 3 personnes qui les suivent depuis qu'ils ont quitté le manoir Kagamore. Dora l'avait déjà deviné, c'est pourquoi il ne voulait pas rentrer directement chez lui. Il ne sait pas si elles sont ou non du clan Kagamore, mais il dit à Yuru de rester calme et de ne pas leur faire savoir pour l'instant qu'ils ont été repérés. Yuru comprend, mais juste à ce moment-là, il demande à Dora s'il était vraiment acceptable qu'ils prennent ces photos là-bas, parce que maintenant les tas de rats ont une trace de son visage. Dora dit qu'il n'est pas trop inquiet à ce sujet, car il s'attendait déjà à ce que son visage soit divulgué. Après tout, le manoir Kagamore a probablement des tonnes de caméras un peu partout. Pendant ce temps, au manoir Kagamore, Asa est occupée à regarder la photo qu'elle a prise avec Yuru car il lui manque déjà tellement, mais elle déteste voir le visage de Dora sur les photos, alors elle le supprime des images. Quelques instants plus tard, Jin vient vers elle et lui demande s'il peut avoir les photos qu'elle a prises de Dora, car il aimerait avoir des références pour pouvoir le surveiller, mais Asa lui dit qu'elle ne les a plus, ce qui laisse Jin un peu choqué. Il ne peut rien y faire maintenant, alors il décide d'aller vérifier si les caméras près de la porte d'entrée fonctionnent encore pour voir si elles ont capturé des images du visage de Yuru. Un peu plus tard, ils se rassemblent tous dans une pièce pour interroger les intrus qui ont survécu. Et selon ce qu'ils ont dit, ils n'avaient aucune idée de ce pourquoi ils s'étaient engagés.
Ils cherchaient tous les deux du travail comme mercenaires pour gagner un peu d'argent quand on les a contactés pour participer à l'attaque ici. Ils finissent par montrer leurs journaux d'appels téléphoniques comme preuve, et à en juger, ils ont été contactés environ 30 minutes avant le début de l'attaque, donc il est logique qu'ils ne sachent vraiment rien. Néanmoins, le fait qu'ils aient pu entrer dans le manoir est assez préoccupant, car il y a une barrière en place qui empêche quiconque d'entrer à part les membres du clan et ceux qu'ils invitent. Ils demandent si un membre du clan Kagamore attendait à l'entrée pour les laisser entrer, mais Tachikawa dit que non, la porte ouest était complètement ouverte. Quand elle dit cela, Gonzo n'arrive pas à y croire, car il n'y a pas de porte ouest donnant sur le manoir. Il y a clairement quelque chose qui se passe ici, mais pour s'assurer qu'elle ne ment pas, il demande à Fuyuki de l'interroger en profondeur. Fuyuki invoque alors ses démons et leur fait attraper les démons de Tachikawa. Takawa crie, lui disant d'arrêter, mais Gabi la rassure. Fuyuki ne va pas tuer ses démons, donc elle n'a pas à s'inquiéter. Les démons de Fuyuki lui permettent d'identifier toutes les informations pertinentes concernant le propriétaire des démons qu'il tient, alors son livre commence à lire tout ce qui concerne Tachikawa, y compris son nom complet officiel, son adresse, l'historique de ses recherches sur son navigateur, et le fait qu'elle n'a pris ce travail que pour payer les factures médicales coûteuses de sa mère. Après cela, Fuyuki réalise que ce n'est peut-être pas très délicat de lire toutes ces informations à voix haute, alors il se contente de feuilleter le livre. Après avoir appris tout ce qu'il a besoin de savoir sur elle, il passe à Amura. Il apprend également que tout ce que Tamura a dit plus tôt était vrai, et comme Tachikawa, il ne faisait ce travail que pour gagner de l'argent supplémentaire, mais dans son cas, c'était pour une dette de jeu plutôt que pour des frais médicaux. Maintenant, ils savent que les deux disaient la vérité et qu'ils ne sont vraiment pas liés au commanditaire de l'opération, donc ils sont libérés de tout soupçon supplémentaire. Maintenant que c'est réglé, Gonzo leur dit que s'ils ont vraiment autant besoin d'argent, ils sont libres de travailler ici au manoir. Tachikawa et Amura sont tous deux surpris de l'entendre dire cela, et ils sont reconnaissants pour l'offre, mais ils demandent s'il ne va vraiment pas les punir pour avoir attaqué sa maison. Gonzo leur dit que la quantité de travail qu'ils vont devoir fournir sera une punition suffisante, ce qui leur semble terrifiant, mais ce n'est pas un monstre complet, donc il va quand même leur verser un salaire. Il propose également de couvrir toutes les dépenses médicales de la mère de Tachikawa, car il comprend qu'elle travaillait pour le bien de sa mère, mais Amura se débrouillera tout seul avec sa dette de jeu. Il leur dit qu'ils peuvent commencer leur travail en nettoyant le désordre qu'ils ont fait. Et alors qu'il s'en va, ses gardes du corps lui demandent s'il est vraiment sûr de laisser ces deux-là ici. Gonzo dit qu'il n'y a pas de mal à cela, puisqu'ils ont toutes leurs informations personnelles et qu'il n'y a rien de suspect chez eux. Et de plus, il sera bénéfique de les garder sous la main comme soldats jetables si nécessaire. Il dit également que lorsque le commanditaire de l'opération sera trouvé, ils devront être tués ainsi que tous ceux qui leur sont associés. Pendant ce temps, les autres se mettent au travail pour nettoyer, et Amura demande à Asa si elle pourrait lui rendre ses démons. Asa lui demande s'il a enfin choisi des noms appropriés pour eux, et Amura y a en fait réfléchi, alors il dit qu'il les appellera Ohaji et Defuku. Les autres trouvent assez drôle que Tamura ait trouvé des noms aussi mignons, et puisqu'il semble avoir compris que les démons doivent être traités avec soin, Asa demande aux deux s'ils aimeraient retourner auprès de lui. Cependant, ils lui en veulent encore après la façon dont ils ont été maltraités, alors il refuse immédiatement. Dans ce cas, Asa dit qu'elle va les garder un peu plus longtemps. À ce propos, Gabi demande si Break est d'accord pour qu'Asa et ses deux démons. Asa dit, Break n'a encore fait aucune plainte, donc ils doivent être relativement compatibles, et si c'est le cas. Alors Gabi demande pourquoi Asa ne les garde pas tout simplement, car ce serait bien d'avoir encore plus de protection de son côté. Après tout, on ne sait jamais quand l'ennemi pourrait frapper à nouveau. Pendant ce temps, au grand magasin, Dora et Yuru viennent de finir d'acheter un nouveau ensemble de vêtements et de chaussures pour Yuru, et maintenant ils quittent le magasin, mais on dirait qu'ils sont toujours suivis, donc ils devront peut-être bientôt riposter. En parlant de combat, Yuru s'excuse auprès de Dora car il a pris sa machette sans demander et l'a laissée au manoir Kagamore, mais Dora dit que ce n'est pas grave, puisqu'il ne pourrait de toute façon pas se promener avec une machette sans que la police les arrête. D'ailleurs, s'il a besoin d'armes, Dora en a tout un stock dans son ancienne base. Et cela faisait un moment qu'il voulait refaire son stock, alors il décide de s'y arrêter pour s'armer. Gauche et droite lui demandent si c'est une bonne idée de se rendre à sa base alors qu'il est suivi, car ils découvriront l'emplacement, mais Dora dit qu'il prévoyait en fait d'abandonner l'endroit, donc cela ne fera pas de différence s'il découvre où il se trouve. Ils finissent par prendre plusieurs tournants pour arriver à la maison de Dora, et Dora prévient Yuru de bien rester près de lui pour ne pas se perdre. Ils arrivent finalement à l'ancienne maison de Dora, alors Dora entre, et il dit à Yuru qu'il n'est pas nécessaire d'enlever ses chaussures car ils ne resteront pas longtemps. Dans l'une des pièces, Dora a tout un arsenal d'armes stockées, et il dit à Yuru qu'il est libre de prendre ce qu'il veut, alors Yuru décide de prendre une hache comme arme. Pendant ce temps, dehors, les espions ont confirmé que Dora est bien entrée avec Yuru, mais ils ont trop peur pour entrer après eux, alors ils décident de s'arrêter là et de commencer à faire demi-tour. Cependant, avant qu'ils ne s'en rendent compte, Dora et Yuru apparaissent derrière eux. Ils sortent tous leurs armes pour tenter d'attaquer, mais Dora les devance, tirant sur l'un tandis que gauche et droite s'occupent des deux autres. Le dernier homme debout tente de s'enfuir. Mais alors qu'il court, il remarque qu'il y a beaucoup de brume autour de lui pour une raison quelconque, et il se retrouve dans un champ ouvert sans rien d'autre en vue que la maison de Dora.
Dora lui dit qu'il y a une fine barrière séparant cet endroit du reste du monde extérieur, et que le seul qui sait comment entrer ou sortir est Dora, donc l'espion a peut-être pu le suivre pour entrer, mais il ne sortira jamais d'ici par lui-même. L'homme tente de s'enfuir à nouveau, mais il finit par trébucher sur un squelette. Dora explique que ce type était un espion Kagamoré qui a eu la malchance de le suivre ici une fois, et il n'en est jamais ressorti. Il mentionne également qu'il y a des tonnes de corps comme celui-ci éparpillés un peu partout, donc à moins que les espions ne veuillent finir comme ça, il ferait mieux de commencer à parler. Juste à ce moment, Droite dit à Dora qu'il sent un démon à proximité. Et un instant plus tard, la tête de l'un des espions est nettement tranchée de ses épaules par un bras extrêmement long. Un autre espion est tué par un démon aux jambes extrêmement longues. Gauche remet le dernier espion à Yuru et Dora et leur dit de le surveiller et de se tenir en retrait pour l'instant, car ils n'auraient aucune chance contre ces démons. Après tout, ce sont des Tanaga Shinaga, et ils sont aussi redoutables que les légendes les décrivent. Dora réveille la grand-mère d'une claque sur la tête, et elle panique en reprenant conscience parce qu'elle croit qu'il va la tuer. Mais Dora lui demande simplement si elle peut bouger, car ils doivent bientôt se préparer à courir. La grand-mère n'a aucune idée de ce dont il parle, mais elle lève les yeux et voit de longs bras et de longues jambes en confrontation avec gauche et droite, et elle est terrifiée. Au début, Dora et Yuru pensaient que les longs bras et les longues jambes étaient les démons de la grand-mère, mais vu sa réaction à l'instant, cela ne semble pas être le cas. Cela signifie qu'ils doivent appartenir à une tierce partie cachée quelque part, et Dora peut voir que gauche et droite semblent connaître les longs bras et les longues jambes, alors il leur demande quelle est l'histoire ici. Gauche et droite ont expliqué qu'il y a des années, les bras et les jambes causaient des problèmes dans le nord, donc avec l'aide du moine qui possédait le pouvoir du sceau à l'époque, ils ont scellé les bras et les jambes dans la montagne pour qu'ils ne causent plus de problèmes. À ce propos, Gauche et droite demandent comment ils ont réussi à s'échapper, et les bras et les jambes disent qu'ils ont eu un peu d'aide d'un gentil maître qui a dissous le sceau, et qu'ils sont enfin libres après 1000 ans. Dora se souvient avoir entendu parler de la légende des bras et des jambes, et apparemment ils causaient des problèmes en piétinant les rizières, mais les bras et les jambes lui disent que cette histoire est complètement fausse. Tout ce qu'ils ont fait, c'est tuer quelques personnes et peut-être manger quelques enfants aussi, mais ils ne trouvent pas cela si grave. En fait, ils ont assez faim en ce moment, et ils voient un enfant plutôt attrayant debout là-bas à l'arrière, alors ils envisagent de manger Yuru. Ils se souviennent aussi que leur maître a mentionné le fait que des jumeaux étaient nés à nouveau à cette époque, alors ils commencent à se demander si Yuru pourrait être l'un d'eux, et ils ne veulent pas être scellés à nouveau, donc ils devront peut-être le tuer en premier. Ils supposent que celui qui est le maître de gauche et droite doit être celui qui détient le pouvoir, et dès que Dora les entend dire cela, ils crient, ordonnant à gauche et droite d'attaquer. Droite est sur le point de dire à Dora qu'il n'a pas le droit de lui donner des ordres, mais il réalise ce que Dora essaie de faire, alors lui et gauche jouent le jeu et font semblant que Dora est leur maître, pour que les bras et les jambes ne ciblent pas Yuru. L'astuce fonctionne parfaitement, alors maintenant les bras et les jambes croient que Dora est la plus grande menace ici, et ils le poursuivent en premier. Gauche et droite interviennent pour protéger Dora, mais les bras et les jambes sont trop souples pour qu'ils puissent riposter correctement. Dora essaie d'aider un peu en tirant avec son pistolet sur le bras, mais cela ne fait pas beaucoup de dégâts. Les bras et les jambes commencent à réaliser que le fait qu'aucune tentative ne soit faite pour les sceller signifie qu'ils n'ont probablement pas accès au pouvoir du sceau après tout, et sans ce pouvoir pour les aider, gauche et droite sont sérieusement désavantagés ici. Pendant que gauche et droite continuent d'affronter ces deux-là, Dora parvient enfin à se mettre en sécurité derrière quelques rochers, et il est soulagé de ne pas avoir été écrasé là-bas. Mais Yuru lui demande pourquoi il s'est mis en danger comme ça en prétendant être le maître de gauche et droite. Dora dit que protéger Yuru fait partie de son travail en tant que gardien, donc c'est le moins qu'il puisse faire. Mais cela mis à part, ils ont encore quelques questions pour la grand-mère. Alors Yuru place sa hache contre son cou, et Dora lui demande si c'est les Kagamoré ou Higashi qui l'ont envoyé. La grand-mère admet qu'elle est du clan Kagamoré, mais Yuru insiste parce qu'il sait que tous les Kagamoré ne sont pas les mêmes, alors il veut savoir qui exactement l'a envoyé. Elle lui dit immédiatement que c'est Azuma qui l'a envoyé ici, et Yuru se souvient d'Azuma du petit déjeuner plus tôt, donc il sait de qui elle parle. La grand-mère explique qu'elle avait pour ordre spécifique de ne blesser aucun d'eux et de simplement suivre raisonnablement à une distance sûre, mais elle ne s'attendait pas à être entraînée dans un combat de démons sans prévenir. Pendant ce temps, Azuma surveille toute la situation avec le pouvoir d'un de ses démons. Dora est content d'apprendre que la grand-mère n'est pas venue avec une intention meurtrière, car cela signifie qu'ils n'ont pas à s'inquiéter d'elle maintenant. Puisqu'elle peut voir les démons, Dora suppose qu'elle doit avoir ses propres démons. Alors il lui demande de les sortir pour qu'ils puissent aider gauche et droite à se battre. Cependant, la grand-mère dit qu'elle les a laissés à la maison, sinon gauche et droite auraient pu la sentir venir à des kilomètres. Dora lui crie dessus parce qu'elle est complètement inutile, mais elle demande pourquoi ils ont besoin de se battre contre les bras et les jambes en premier lieu, puisque si cet endroit est la maison perdue, alors s'ils les laissent ici, les bras et les jambes ne devraient jamais pouvoir sortir. Dora a envisagé cette possibilité, mais comme il ne sait pas comment les bras et les jambes sont entrés ici en premier lieu, ce serait problématique si leur maître connaît le chemin pour sortir et recommence à semer le chaos. Dans ce cas, Yuru suggère de sortir et de chercher le maître, puisqu'il doit être quelque part par ici. Après tout, les démons privilégient souvent la sécurité de leur maître en restant à proximité en tout temps. Dora est d'accord avec Yuru, et puisque les bras et les jambes pensent qu'il n'est qu'un enfant quelconque pour l'instant, il devrait pouvoir se déplacer relativement librement sans qu'ils le poursuivent. Cela étant dit,
Ils élaborent un plan où Dora, gauche et droite distrairont les bras et les jambes pendant que Yuru partira à la recherche de leur maître, et Yuru dit qu'il attend de la grand-mère qu'elle vienne l'aider aussi. La grand-mère hésite parce que cela semble assez dangereux, mais elle n'a pas vraiment le choix dans ces circonstances. Alors elle sort ses couteaux de secours et dit aux autres qu'ils doivent se dépêcher, car elle doit encore rentrer à l'heure pour dîner avec son mari. Pendant que les bras et les jambes sont encore occupés avec gauche et droite, Dora essaie de se rendre à l'armurerie de la maison pour se procurer des armes. Mais le bras finit par le repérer et traverse le mur, essayant de capturer Dora. Droite parvient à frapper le bras pour protéger Dora, mais le bras contre-attaque en enroulant ses jambes et en le jetant de côté. Dora est soulagée de ne pas avoir été attrapée, et il est aussi un peu déçu que sa maison ait été détruite, mais au moins il a maintenant un accès facile à l'armurerie. Pendant ce temps, dans la plaine, la grand-mère cherche le maître des bras et des jambes. Au début, elle pense les avoir trouvés quand elle repère quelqu'un caché derrière un arbre, mais quand elle arrive, il s'avère que c'est un cadavre. Dora a bien dit qu'il y avait un tas de cadavres traînant ici, mais c'est bien plus que ça quoi Yuru s'attendait, et à ce rythme, ils mettront une éternité à trouver le maître ici. De retour avec gauche et droite, les bras et les jambes essaient actuellement de les écraser avec leurs membres, mais leurs corps sont simplement trop durs, alors les bras et les jambes réalisent qu'ils n'arriveront jamais à éliminer ces deux-là. Ils ont bien mieux à faire en ciblant leur maître et en laissant gauche et droite comme démons errants. Juste à ce moment, une des jambes a soudainement un œil explosé, et ni les bras ni les jambes ne savent ce qui vient de se passer. Mais il s'avère que Dora est postée sur une colline avec un fusil de sniper, et bien que les balles normales ne leur aient pas fait de dégâts, cette chose a bien plus de puissance. Dora tire alors un autre coup, détruisant le mollet du bras, et un de plus, détruisant le dernier bon œil de la jambe. Avec ces dégâts, les bras et les jambes sont maintenant gravement affaiblis, donc gauche et droite peuvent les soulever et les jeter l'un sur l'autre. Cependant, pour compenser leurs blessures actuelles, la jambe et le bras joignent leurs forces. Cela inquiète un peu Dora, car avec ces deux-là si au perché, ils finiront par le repérer tôt ou tard. Mais le premier qu'ils repèrent réellement, c'est la grand-mère, qui était cachée dans un arbre. Les bras et les jambes n'aiment généralement pas le goût des personnes âgées, mais ils ont besoin de manger quelque chose pour se soigner, alors elle fera l'affaire. La grand-mère commence à supplier pour sa vie et dit aux bras et aux jambes qu'il ferait bien mieux de s'en prendre à Yuru, parce qu'il est le jumeau qui va obtenir le pouvoir du sceau, et qu'il est aussi le vrai maître de gauche et droite. Les bras et les jambes s'arrêtent une seconde après avoir entendu cela, car apprendre que Yuru est celui qui obtiendra le pouvoir du sceau est une grande nouvelle pour eux. Le plan de la grand-mère ici est d'attendre le moment où les bras et les jambes cesseront de faire attention à elle pour poursuivre Yuru afin de lui trancher le bras net. Mais bien qu'ils veuillent l'éliminer, ils ont encore besoin de se soigner maintenant, alors ils prévoient de manger la grand-mère de toute façon. Heureusement pour elle, Yuru vient à la rescousse et utilise sa hache pour couper le bras, forçant le bras à libérer la grand-mère, et Yuru admet qu'il est effectivement le détenteur du pouvoir du sceau et le maître de gauche et droite, donc leur affaire est avec lui. Les bras et les jambes ne sont pas sûrs de quoi faire ici. Puisque si Yuru n'a pas encore obtenu le pouvoir du sceau, cela signifie que s'il le tue, il obtiendra le pouvoir de les sceller. Il pourrait essayer de le tuer à nouveau après cela, mais il n'y a aucun moyen que gauche et droite restent là à les laisser faire comme ils veulent. Cependant, Yuru ordonne ensuite à gauche et droite de rester là et de laisser les bras et les jambes faire comme ils veulent. Gauche et droite sont fortement opposés à cette idée, mais ils font confiance au jugement de Yuru, donc ils acceptent de rester en dehors de cela jusqu'à ce qu'ils le disent. Yuru commence à courir et à esquiver seuls les attaques des bras et des jambes. Il fait de son mieux pour ne pas se faire écraser sur le moment. Dora a essayé de viser à nouveau les bras et les jambes, mais ils bougent si vite qu'il est difficile de les viser, et avant qu'il ne puisse obtenir un bon angle sur eux, le bras lance un crâne en décomposition sur Dora parce qu'il vient de le repérer. Cependant, il n'a pas le temps de changer de concentration maintenant, alors il continue de poursuivre Yuru. Jusqu'à présent, Yuru a à peine réussi à éviter d'être tué, mais alors le bras ramasse un grand arbre et le lance sur Yuru, le manquant de justesse mais l'assommant au passage. Maintenant, les bras et les jambes se tiennent au-dessus de lui, et il commence à penser à toutes les façons dont il pourrait torturer Yuru. Mais soudain, il ouvre les yeux et tend la main vers les bras et les jambes. Ils sursautent tous les deux de pure terreur, car pour autant qu'ils sachent, Yuru vient peut-être de mourir et de revenir à la vie avec le pouvoir du sceau éveillé. Mais il s'avère que tout cela faisait partie du plan de Yuru pour les tromper. Il n'est jamais mort, et il n'a pas le pouvoir du sceau, mais il a distrait les bras et les jambes assez longtemps, alors il dit à gauche et droite qu'il est temps pour eux de faire leur travail. Gauche et droite procèdent alors à séparer les bras et les jambes et jettent le bras dans la rivière avant de laisser tomber une énorme pierre sur lui pour qu'il ne puisse pas se relever. Et pendant que le bras se noie dans la rivière, la jambe reste tout seul et sans ses yeux ni ses bras pour le guider. Il ne peut que rester immobile en appelant son frère. Peu après, Dora le vise et lui fait exploser le cou net. Cela met fin aux bras et aux jambes, et après la disparition de leur corps, il ne reste que les reliques qui ont conduit à leur création en premier lieu. Droite dit à Yuru que c'était assez fou de s'être servi de lui-même comme appât pour distraire les bras et les jambes comme ça, mais il dit qu'il était relativement confiant de pouvoir les esquiver, c'est pourquoi il a pris ce risque. Juste à ce moment, un petit papillon passe devant le groupe, et gauche l'attrape immédiatement en l'air et l'écrase. Elle dit que c'était un démon qui les suivait depuis tout ce temps, mais parce que sa présence était si faible, elle avait du mal à localiser sa position plus tôt. La grand-mère le reconnaît comme le démon d'Azuma,
ou plutôt une toute petite partie du démon d'Azuma qui peut être utilisée pour la reconnaissance, donc il a probablement envoyé pour surveiller Yuru personnellement. Après que le papillon a été détruit, Daemon d'Azuma l'a informé que la marque qu'il avait placée sur Yuru avait été détruite, il n'avait donc plus aucun moyen de le suivre maintenant. Mais comme ils savent désormais comment entrer dans la maison perdue de Tedara, ils peuvent au moins récupérer les corps de leurs hommes qui sont morts. Pendant ce temps, de retour à la maison perdue, Yuru mentionne à Dora que pendant qu'il était poursuivi par Lombra et Longuejambe, la seule fois où ils ont cessé de l'attaquer, c'était lorsqu'il s'approchait de la maison. Il a donc déduit que leur maître devait se cacher quelque part à proximité, et c'est le seul endroit qu'ils n'ont pas encore vérifié. Alors que Yuru jette un coup d'œil sous la maison, il y a effectivement quelqu'un qui se cache là, mais à leur surprise, on dirait la voix d'un jeune garçon. Il a l'air vraiment effrayé et leur demande s'ils vont le tuer, mais Yuru dit que cela dépendra de ce qu'il dira, et la grand-mère est un peu choquée que Yuru n'ait pas sourcillé à l'idée de tuer un enfant. Le garçon sort alors les mains en l'air et les supplie de ne pas le tuer, et Dora a encore du mal à croire qu'un si jeune enfant ait été le maître de Lombra et Longuejambe, alors il lui demande directement. Le garçon admet immédiatement qu'il en était effectivement le maître, et il se présente comme Ken Tadra et explique qu'il n'est venu ici que parce qu'il a entendu dire que cette maison appartenait à son père. Après avoir entendu cela, tout le monde commence à regarder Dora bizarrement parce que Tadra est aussi son nom de famille, et il a bien dit que cette maison lui appartient, alors il suppose que cet enfant doit être son fils. Dora les arrête immédiatement et dit qu'il est impossible que cet enfant soit le sien, et il commence mentalement à passer en revue toutes les rencontres qu'il a jamais vues pour en être sûr. Pour être certain, il demande à Ken quel était le nom de sa mère, et au soulagement de Dora, il l'a déjà rencontré, donc Ken n'est définitivement pas son enfant. Ken dit que le nom de son père était Rowi, et c'est une coïncidence incroyable car le père de Dora s'appelle aussi Rowi, et c'est là que Dora comprend que son père avait un enfant secret sans lui dire. Les autres félicitent Dora d'avoir retrouvé son petit frère perdu de vue, mais Dora n'en est pas si heureux. En fait, il a l'air plus agacé qu'autre chose car cela signifie que son père a réussi à créer un autre problème pour lui, malgré son absence depuis des années. Ken intervient et mentionne qu'il a beaucoup entendu de ce qu'il disait plus tôt pendant qu'il était caché, donc il a appris que Yuru est l'un des jumeaux de Higashi, et il se demande si cela signifie qu'il est le fils de Min et Nagasa car il se souvient que son père a mentionné avoir appris à Nagasa comment sortir de la barrière du village de Higashi. Dès que Yuru entend Ken mentionner les noms de ses parents, il soupçonne immédiatement que Ken pourrait savoir quelque chose sur leur disparition, alors il commence à le menacer pour lui faire révéler ses secrets, et Ken recommence à supplier pour sa vie. La grand-mère mentionne que si Rowi a vraiment appris à Nagasa comment sortir du village et Kaza a fini par rester avec les Kagamore, alors il ne serait pas exagéré pour Higashi de croire que Rowi était un espion des Kagamore depuis le début. Ken s'apprête à expliquer tout ce qu'il sait, mais la grand-mère l'arrête parce qu'elle est assez intelligente pour savoir qu'en entendre davantage ne ferait que lui causer des ennuis. Elle promet même de ne dire à personne ce qu'elle a entendu jusqu'à présent, et Dora apprécie cela car il ne voudrait pas que les Kagamore ou Higashi l'apprennent. La grand-mère lui demande s'il va maintenant la laisser rentrer chez elle, et comme l'un des papillons d'Azuma était ici, cela signifie probablement qu'il sait maintenant comment entrer, donc cet endroit est pratiquement inutile. Par conséquent, cela ne servirait à rien de tuer la grand-mère maintenant, et Yuru ne voit pas d'inconvénient à la laisser partir non plus puisqu'elle n'a aucune intention meurtrière envers lui. Il l'a aussi entendu mentionner qu'elle a un mari, alors il lui demande s'il exerce le même métier qu'elle, mais elle lui dit que son mari est juste un fonctionnaire ordinaire et qu'il ne sait même pas qu'elle fait ce travail. Dans ce cas, Yuru lui dit qu'elle est libre de partir, et la grand-mère est soulagée de l'entendre, mais alors qu'elle sort, elle remarque les corps des gars avec qui elle est venue, et elle se sentirait mal de les laisser ainsi, alors elle demande à Yuru et Dora si elle peut au moins les enterrer correctement avant de partir car ces gars n'ont pas de famille. Yuru accepte de la laisser les enterrer, et il propose même d'aider, ce qui surprend un peu la grand-mère car elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qui parle de tuer comme si de rien n'était soit prêt à enterrer ses ennemis, mais il n'y a aucune raison sentimentale derrière cela. Yuru a simplement appris que si on n'enterre pas les cadavres, ils finissent par propager des maladies. La grand-mère ne sait pas si elle doit trouver cela rassurant ou troublant, mais elle décide de ne pas remettre en question. Après cela, Yuru aide à creuser un grand trou pour les corps, et une fois l'enterrement terminé, Yuru rejoint les autres. Toute cette mort l'a rendu curieux, alors il demande à Dora s'il existe un moyen pour que les contrats de Daemon soient dissous sans la mort du maître ou de Daemon. Dora dit que le contrat peut être dissous tant que toutes les parties sont d'accord mutuellement. Dans ce cas, les démons reviendront à leur forme de relique et attendront un nouveau maître, et il en va de même pour gauche et droite. Et si vous le souhaitez, ils seraient prêts à dissoudre le contrat et à retourner à leur place en tant que statut. Mais ils mentiraient s'ils disaient qu'ils ne seraient pas au moins un peu déçus car ils apprécient beaucoup de pouvoir bouger et de découvrir le monde extérieur, et ils détesteraient devoir renoncer à leur liberté sitôt. Ils avertissent également que tous les démons ne seraient pas prêts à dissoudre leur contrat si on le leur demandait, donc il ferait mieux de faire attention la prochaine fois qu'ils choisissent une paire. Ensuite, Dora fait sortir la grand-mère par la sortie, et elle est tellement soulagée de voir qu'elle est de retour dans le monde réel. Elle pourra rentrer chez elle toute seule à partir d'ici, et la première chose qu'elle fera une fois rentrée sera de démissionner de ce travail car ça n'en vaut pas la peine. Pendant ce temps, Dora rentre à l'intérieur, et maintenant que la grand-mère est partie, il dit à Ken de commencer à expliquer tout ce qu'il sait. Pour commencer, Ken précise qu'il ne sait pas où sont les parents de Yuru, et il ne sait pas non plus où se trouve son propre père.
Dora dit que cela ressemble vraiment à son père car il n'a pas vu ce vieil homme depuis des années. Mais quand Ken l'entend dire cela, il a l'air incroyablement déçu car il espérait que Dora saurait où se trouve son père. Yuru avait en quelque sorte supposé que le père de Dora devait être mort puisque Dora l'a qualifié d'ancien vassal de Higashi, mais Dora dit que cela ne signifie pas nécessairement qu'il est mort. De plus, même si le démon de la maison perdue appartient bien au clan Tadra, il n'appartient pas spécifiquement à Dora puisque son père est toujours le propriétaire du contrat et qu'il ne l'a officiellement jamais transmis à Dora, donc il n'a aucun contrôle réel sur lui. Ken explique qu'après sa naissance, son père lui a tout appris sur les démons et autres, mais à part cela, il n'a jamais été beaucoup présent. Normalement, il faisait un effort pour lui rendre visite de temps en temps avant de disparaître à nouveau, mais à un moment donné, il a complètement cessé de venir. Récemment, la mère de Ken est décédée et il n'avait aucun moyen de contacter son père, donc il s'est retrouvé tout seul. Il pensait qu'il devait devenir plus fort pour survivre par lui-même, alors il a voulu s'offrir des démons puissants sur lesquels compter, et c'est là qu'il a trouvé les reliques de l'Ombra et Longue Jambe. Cependant, après avoir formé un contrat avec eux, il a réalisé qu'ils étaient véritablement mauvais et qu'ils n'écoutaient rien de ce qu'ils disaient, donc il ne pouvait pas les contrôler. Il ne voulait pas laisser ces deux-là en liberté dans le monde extérieur pour semer le chaos. Alors il a pensé que le meilleur moyen de les contenir était de les amener dans la maison perdue dont son père avait parlé il y a quelque temps. Malheureusement, ce plan n'a pas exactement fonctionné et maintenant il se sent responsable de toutes les personnes qui ont fini par être blessées à cause d'eux. Dora dit que la dernière fois qu'il a vu son père, c'était il y a 10 ans, juste après que Nagasa et Min se soient enfuis avec Asa et qu'il lui ait essentiellement refilé toute la responsabilité d'être le vassal de Higashi avant de disparaître. Maintenant que Dora y pense, puisque Ken a 13 ans, il devait déjà être né à ce moment-là. Alors il lui demande s'il sait quoi que ce soit sur ce que Rowi a fait après cela, mais Ken dit que son père ne parlait jamais vraiment beaucoup de son travail, mais il se plaignait beaucoup quand il était ivre, et il a mentionné comment la mère de Yuru l'avait pratiquement fait chanter pour qu'il lui dise comment s'échapper. Et Yuru n'avait aucune idée que sa mère était si impitoyable. Mais à part le chantage, Rowi n'aimait pas non plus la tradition des jumeaux du village de Higashi. Cependant, tout ce qu'il a fait, c'est de leur dire comment sortir. Il ne les a pas réellement aidés à s'échapper. Cela dit, cela ne change pas le fait qu'il a défié le village de Higashi en révélant le secret, donc il le qualifierait naturellement de traître, et avec tous les ennemis des Kagamore qu'il a dû se faire au fil des ans, il n'a probablement pas eu d'autre choix que de prendre sa retraite et de se cacher. Plus tard dans la soirée, Dora et les autres rentrent chez eux, et dès qu'ils arrivent à la porte, Anna court vérifier l'état de Yuru car elle était extrêmement inquiète. Yuru s'excuse d'être partie sans rien dire hier, et il pense que Anna doit être une personne vraiment attentionnée pour s'être autant inquiétée pour lui, mais en réalité, Anna ne voulait tout simplement pas avoir à payer les frais médicaux du Yuru puisqu'il n'est actuellement pas assuré. Elle est sincèrement surprise qu'il soit revenu sain et sauf du manoir des Kagamore, et Dora dit que c'est une très longue histoire, mais en marchant, il renverse accidentellement l'un de ses sacs, révélant un ticket de jeu qu'il a acheté plus tôt et la carte de bar qu'il a reçue de Jin. Alors maintenant Anna pense que Dora a passé la journée à traîner. Pour aggraver les choses, Ken entre juste après. Donc maintenant elle pense qu'il a un enfant secret dont il ne lui a jamais parlé, mais Dora lui dit qu'elle a tout faux. Après qu'ils se soient tous assis pour parler, Dora explique tout ce qui s'est passé, y compris le fait que Ken est en réalité l'enfant de son père, pas le sien. Yuru demande si cela fait techniquement de Ken un fils illégitime, mais Dora précise que son père a divorcé il y a des années, donc il était probablement légalement marié à la mère de Ken, ce qui signifie qu'il n'est pas illégitime. Bref, Dora et Yuru disent à Anna que Ken va rester avec eux à partir de maintenant. Mais Anna est strictement contre car elle ne veut pas que la maison devienne encore plus bondée qu'elle ne l'est déjà. Elle fait également remarquer qu'ils ne savent même pas s'il est sûr d'avoir Ken près d'eux, mais Yuru dit qu'il va bien car il ne ressent aucune soif de sang de la part de Ken. Anna soupire et dit à Yuru qu'il doit faire plus attention à la façon dont il juge les gens car se fier à la soif de sang n'est pas toujours précis. Pour le démontrer, elle s'approche de Yuru et le place dans une prise d'étranglement. Quand elle a commencé la prise, elle n'avait aucune intention de tuer Yuru, donc il ne ressentirait aucune soif de sang de sa part. Mais maintenant qu'elle a déjà Yuru piégé dans la prise, elle pourrait changer d'avis et le tuer à tout moment. Yuru est un peu secoué car il n'avait pas réalisé qu'il s'exposait à ce genre d'attaque, et qu'elle n'est paniquée car Anna a parlé de tuer Yuru avec désinvolture. Il demande si toutes les personnes liées à Higashi sont aussi folles et Dora dit à peu près oui car aucune personne normale ne voudrait jamais s'impliquer avec Higashi. Juste à ce moment, Ken se souvient que sa mère lui a donné ceci avant de mourir et lui a dit qu'il pourrait l'utiliser pour ses frais de subsistance, donc puisqu'il va vivre ici, il le tend à Anna. C'est un carnet de comptes lié à tous les biens familiaux de Ken, mais il n'a pas été mis à jour depuis un moment, donc ils n'ont aucun moyen de savoir exactement combien il y a dessus. C'est pourquoi Dora se rend immédiatement à la banque pour le faire mettre à jour. Après le retour de Dora, il dit à Anna qu'il y a montagne d'argent sur le compte car apparemment Rowi a effectué des versements pendant des années pour couvrir les frais de subsistance de Ken, et Dora est un peu agacée car Rowi n'a jamais fait de même pour lui, mais ce n'est pas ce qui est important maintenant. Il montre à Anna que sur le relevé, il y a eu un autre paiement effectué récemment, ce qui doit signifier que le père de Dora et Ken est toujours vivant quelque part, et Yuru pense que c'est une excellente nouvelle car s'il le trouve, peut-être qu'il aura des informations sur ses parents. Cependant, il y a un problème. Ken n'a aucune photo de Rowi, et Dora non plus, donc il n'y a aucun moyen de le retrouver puisqu'il utilise probablement une tonne d'alias en se déplaçant. Dans ces conditions,
Dora dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de trouver un moyen détourné d'interroger les gens de Higashi à propos de Roui, mais Anna dit immédiatement à Dora qu'il peut compter sur elle pour ne pas participer à cela car elle ne veut pas s'impliquer davantage. Le lendemain matin, Yuru se met au travail pour se fabriquer de nouvelles flèches, et Ken est impressionné par l'habileté du Yuru, car il les a pratiquement fabriquées à partir de rien. Yuru explique qu'il a appris une grande partie de son père à l'époque, mais que le reste est autodidacte, puisqu'il était pratiquement laissé seul dans la montagne tout le temps. Ken demande à Yuru s'il peut lui apprendre à utiliser une arme, car il veut devenir plus fort pour ne pas être un fardeau pour les autres, et Yuru peut comprendre d'où il vient, alors il accepte de l'entraîner. Pendant ce temps, au manoir Kagamore, Jin appelle Makoto pour qu'elle vienne travailler aujourd'hui car il a besoin de son aide pour quelque chose, et alors qu'ils descendent les couloirs, ils finissent par croiser Gabi et Asa. Ils sont surpris de la voir de retour si tôt et lui demandent ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors elle explique que Jin lui a demandé de venir pour l'aider avec quelque chose. Asa salue également les démons de Makoto, Akai et Midori, et maintenant qu'elle y pense, elle n'a jamais l'occasion de s'informer sur les capacités des démons de Makoto. Makoto explique que ces démons sont doués pour attraper les gens, c'est pourquoi elle a été engagée pour essayer d'enlever Asa et Yuru. Gabi demande comment ils font exactement. Alors Makoto explique qu'Akai peut se transformer en d'autres personnes pour attirer et piéger les cibles, et quant à Midori, ses boules peuvent s'étendre en un filet et envelopper la cible. Asa et Gabi sont horrifiés par l'idée de se faire piéger dans les coucougnettes d'un raton laveur, et Asa est vraiment reconnaissante que Midori ne l'ait jamais rattrapé cette nuit-là. Cela dit, Asa dit à Jin qu'il ferait mieux de ne pas penser à demander à Makoto d'aller capturer Yuru, mais Jin dit qu'il lui a juste demandé de venir aujourd'hui pour qu'elle lui montre la mystérieuse porte par laquelle elle et les autres seraient entrés avant l'attaque. Il se dirige vers l'endroit où Makoto dit être entrée, mais à la surprise de Makoto, il n'y a vraiment plus de porte ici, même si elle aurait juré qu'il y en avait une hier. Gabi mentionne qu'il est possible que Agura ait peint par-dessus la porte et l'ait transformée en mur sans s'en rendre compte. Mais même si c'était le cas, les altérations de la réalité par Agura sont toujours de faible saturation au début, donc si c'était son œuvre, il pourrait voir la différence. Jin s'approche du mur pour l'examiner de plus près, et après inspection, il réalise qu'il y a en fait une ligne extrêmement fine qui traverse tout le mur. Makoto va à l'autre extrémité et trouve une autre ligne fine, la distance entre les deux lignes étant à peu près égale à la taille d'une porte, donc celui qui a fait cela a dû couper le mur pour créer un passage à l'intérieur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Azuma est actuellement à un hôtel pour rencontrer son oncle. Son oncle s'excuse de faire venir Azuma ici tout le temps, mais il ne va pas risquer de mettre les pieds dans ce manoir, car son frère pourrait avoir ce démon de la liste noire qui lirait son passé. Azuma lui dit qu'il n'y a aucun risque qu'on l'attaque s'il allait au manoir, mais cela mis à part, il donne des nouvelles de tout ce qui s'est passé après le combat, y compris le fait qu'Asa est resté chez les Kagamore et que Yuru est parti avec Dora. L'oncle d'Azuma n'arrive pas à croire qu'Azuma ait laissé le gamin avec le pouvoir du sceau s'échapper, alors il lui demande pourquoi il n'a pas essayé de le capturer. Mais Azuma explique que les démons de Yuru ne sont pas faciles à battre, donc capturer Yuru aurait été très difficile. L'oncle d'Azuma peut comprendre cela, alors il arrête de le harceler sur son échec à capturer les jumeaux, mais il demande pourquoi Azuma n'a pas fait de tentative pour se débarrasser de son frère aîné, car avec lui parti, Azuma sera le prochain à hériter du clan. Azuma lui dit que même si Agir venait à mourir subitement, il doute que la position de prochain chef de clan lui revienne automatiquement. Dans ce cas, l'oncle d'Azuma lui dit d'essayer de gagner Asa à sa cause, car comme elle n'est qu'une petite fille naïve, s'il la flatte assez, elle est sûre de devenir sienne. Cependant, Azuma lui rappelle qu'il est illégal d'avoir des relations amoureuses avec des mineurs. L'oncle d'Azuma est extrêmement agacé par le fait qu'Azuma ne veuille essayer aucun de ses plans, et il le traite d'aussi inutile que sa mère, un commentaire qu'Azuma déteste vraiment. Alors il dit à son oncle que puisqu'il n'a rien d'autre à signaler, il va partir maintenant. En sortant, il laisse l'un de ses papillons derrière lui pour pouvoir espionner son oncle. Cependant, quelques instants plus tard, ce spadassin qui était présent lors de l'attaque du manoir sort de la salle de bain, et dès qu'il remarque le papillon d'Azuma, il le tranche en deux, disant à Shingo qu'il ne devrait vraiment pas sous-estimer autant son neveu, car il pourrait un jour revenir le mordre. De retour chez Yuru, Anna est actuellement en train de faire des recherches. Et ce faisant, elle demande à Dora s'il est sûr que cette situation de vie va fonctionner, car élever 2 enfants n'est pas une plaisanterie. Dora lui dit qu'ils n'ont rien à craindre, puisque Ken est un enfant sensé, et qu'il était assez responsable pour risquer sa vie afin d'empêcher les longs bras et les longues jambes de faire du mal aux gens après les avoir décélés. Mais quoi qu'il en soit, Anna ne peut s'empêcher de se sentir mal pour lui, car ce sont souvent les enfants qui essaient le plus d'être sages qui souffrent le plus émotionnellement. Juste à ce moment, elle parvient enfin à accéder au site web qu'elle cherchait, et elle explique qu'il s'agit de la base de données municipale des personnes disparues, qui catalogue le dernier jour où chaque personne disparue a été vue, et après avoir cherché des dates avant la naissance de Yuru, il ne faut pas longtemps à Anna pour trouver un dossier sur la mère de Yuru. Dès que Yuru entend Anna mentionner le nom de sa mère, il sort pour voir ce qui se passe. Et Dora explique qu'ils viennent de trouver le dossier de personnes disparues de Nagasa, mais malheureusement, il n'y a pas d'adresse indiquée. Yuru leur dit que sa mère a un jour mentionné qu'elle vivait à Okinawa, ce qui réduit un peu la recherche, et comme la mère de Yuru rentrait chez elle pour rendre visite à ses parents avant de disparaître, cela signifie que les grands-parents de Yuru doivent aussi y vivre. De retour au manoir Kagamori,
Azuma et Jin marchent dans le couloir quand Azuma informe Jin qu'il a placé quelques queues sur Yuru et Dora avant qu'ils ne partent. Il a pu trouver l'emplacement de la maison perdue du clan Tadra. Jin est choqué qu'Azuma ait réussi à trouver la maison du clan Tadra, mais il est aussi agacé qu'il ait suivi Yuru quand même, alors qu'ils essayaient de gagner sa confiance. Azuma informe également Jin que 2 des espions sont morts là-bas, mais que les 2 étaient des hommes célibataires sans famille, donc il ne sera pas difficile de couvrir leur mort. Et en fait, il pourrait être avantageux de les garder comme vivants dans le registre national, car ils pourraient peut-être utiliser leurs identités à l'avenir. Il dit qu'il aurait mieux valu que ce soit 2 adolescentes qui meurent, car alors ils pourraient utiliser leurs identités pour Asa et Gabi. Cependant, Jin mentionne que Gabi n'a pas l'air si mécontente de la façon dont les choses se passent maintenant, et Asa ne serait probablement pas partante pour utiliser l'identité d'une personne morte pour se cacher. Juste à ce moment, Gabi appelle Jin pour lui dire qu'Asa vient de recevoir un appel de sa grand-mère, donc il ferait mieux de venir ici. La grand-mère d'Asa lui demande si les Kagamore ont bien pris soin d'elle. Asa lui dit qu'elle est très bien traitée ici, et après cela, sa grand-mère demande si elle a eu de la chance de retrouver ses parents. Malheureusement, Asa dit qu'il n'y a toujours pas d'indice, et sa grand-mère est déçue d'entendre cela, car elle espérait revoir Nagasa, mais elle dit qu'elle aimerait aussi beaucoup voir Asa au moins une fois tant qu'elle en a encore la chance, puisqu'elle est sa petite fille après tout. Asa s'excuse et lui dit que malheureusement, elle ne peut pas venir la voir pour l'instant car ce n'est pas sûr, et cela ne ferait que lui causer des ennuis. Mais elle dit que cela lui a fait plaisir d'entendre sa voix à nouveau. Asa semblait heureuse pendant qu'elle répondait à l'appel, mais une fois qu'elle a raccroché, son humeur retombe, car même si c'était bien sa grand-mère, chaque mot et chaque phrase qu'elle a utilisée étaient exactement les mêmes que la dernière fois qu'elle a appelé, donc quelque chose ne va clairement pas. Alors que nous voyons la grand-mère d'Asa chez elle, même si elle a déjà raccroché, elle continue de répéter les mêmes mots encore et encore parce qu'elle est sous le contrôle des démons de quelqu'un. Cependant, alors qu'Asa et les Kagamore sont déjà conscients du fait que la grand-mère d'Asa a été compromise, Yuru et les autres n'en ont aucune idée. Donc Yuru pense déjà à aller rendre visite à ses grands-parents, car il pourrait avoir des indices sur ce qui est arrivé à ses parents. Mais d'une part, tout ce qu'ils ont pour l'instant, c'est le nom de famille, Kinjo, ce qui n'est pas d'une grande aide, puisque Kinjo est le nom de famille le plus courant à Okinawa. Et même s'ils parvenaient à trouver les grands-parents de Yuru, Dora ne pense pas que ce soit une décision judicieuse d'aller leur rendre visite, car cela pourrait les mettre en danger, et il y a toujours la possibilité que quelqu'un ait déjà tendu un piège chez les Kinjo et attende simplement que l'un des jumeaux morde à l'hameçon. Après tout, avec les Kagamore qui s'occupent d'Asa, si les grands-parents d'Asa et Yuru n'avaient pas déjà été compromis, ils les auraient certainement aussi mis à l'abri. Cela signifie que leur dernière option réelle est d'aller chercher le père de Dora pour voir s'il sait quelque chose, alors Dora dit qu'il part voir le chaman. Plus tard dans l'après-midi, Dora arrive chez le chaman, et comme il n'a pas vraiment d'autres clients pour l'instant, le chaman demande à Dora de retourner le panneau ouvert pour que personne ne vienne les déranger pendant qu'il parle. Il demande à Dora comment vont les choses dans le village ces derniers temps, car il n'a pas eu beaucoup de nouvelles d'eux depuis un moment, et Dora l'informe que le village a récemment été attaqué par les Kagamore, et qu'un tas de gens ont été tués. Le chaman s'inquiète beaucoup et demande s'ils ont réellement mis la main sur Yuru, mais Dora lui dit qu'il a réussi à s'échapper du village avec Yuru, et qu'il est actuellement caché dans une planque en ville. Mais comme Dora sera occupée à s'occuper de Yuru pendant un moment, il demande au chaman s'il pourrait aller au village pour faire la tournée de ravitaillement à sa place. Après tout, avec tout le monde qui a été blessé, ils vont avoir besoin de beaucoup de médicaments. Le chaman dit qu'il va commencer les préparatifs tout de suite. Mais maintenant qu'il y pense, il se souvient de la rencontre qu'il a eue l'autre jour, et il suppose que cela pourra avoir un lien avec l'attaque du village. Il explique à Dora qu'il rentrait chez lui la nuit quand soudain, il est tombé sur un homme avec 2 démons katana. En un clin d'œil, l'homme est apparu juste devant lui, et quand le chaman a repris conscience ensuite, l'homme avait disparu, et il était miraculeusement indemne. Il avait supposé que l'homme n'était qu'un étrange individu rencontré par hasard à ce moment-là, mais maintenant il pense que c'est peut-être quelqu'un qui cherche des informations sur l'endroit où se trouve Yuru. Cela est certainement inquiétant. Alors Dora dit au chaman de faire attention, et il lui demande aussi de le prévenir s'il entend quoi que ce soit à propos de son père, car il n'a pas réussi à le contacter. Dora se dirige ensuite vers la porte pour partir, mais avant de le faire, il rappelle au chaman de bien faire attention à ne pas être suivi sur le chemin de la montagne, car ce serait vraiment mauvais. Plus tard, le chaman fait le voyage jusqu'au village, et il est horrifié de voir à quel point la destruction ici a été grave. Quelques enfants du village aperçoivent le chaman qui arrive et courent vers lui, car ils sont contents de voir un visage familier. Le chaman est content qu'au moins les enfants n'aient pas été blessés, mais il y a encore beaucoup de travail pour lui, alors il commence par donner des médicaments aux enfants qui en ont besoin. Une fois qu'il a fini de donner son injection à Azami, il lui dit qu'elle est libre de rentrer chez elle maintenant, mais les yeux d'Azami ont toujours l'air assez morts à l'intérieur, et qui pourrait lui en vouloir, car elle a littéralement vu la tête de sa propre mère être tranchée par Gabi. Les autres villageois demandent au chaman s'il allait bien sur le chemin, car les Kagamore ont peut-être essayé de le suivre. Mais bien qu'il ait tué quelques personnes à ses trousses, il dit qu'il a réussi à les semer, donc il n'y a pas de problème. Les villageois commencent à se demander s'ils auraient dû faire plus pour éveiller le pouvoir du sceau chez Yuru, car s'ils l'avaient, alors ils auraient au moins pu riposter contre l'invasion. Mais Yama leur rappelle qu'ils ont déjà envoyé 5 assassins après Yuru, et pas un seul n'est revenu vivant, car Yuru est un chasseur anormalement habile, et les humains normaux sont bien trop lents pour le suivre. S'ils voulaient le forcer à éveiller le sceau,
Ils auraient besoin de prendre un otage d'une manière ou d'une autre pour le forcer à agir. Et soudain, Yama entend une voix dans son estomac qui est d'accord avec lui, peu de temps avant qu'une épée ne le transperce. Il s'avère qu'Ivan, le spadassin qui a attaqué Yama l'autre jour, s'était caché à l'intérieur du corps de Yama grâce au pouvoir de ses démons épées pour s'introduire dans le village, et maintenant qu'il est là, il commence immédiatement à tailler les gens en pièces. C'était la fin de l'épisode 12. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.